Lundi 10 novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté du Brésil avec le Grand Prix de Sao Paulo, et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment vas-tu? Ben, ça va toujours très bien. Bien heureux de reparler Formule 1 avec toi pour ce débriefing du Grand Prix de Sao Paulo. Ben oui, Sao Paulo. Écoute, Kevin, dans ma chronique jeudi à CNV, à tous les jeudis à 8h05 pour les gens qui veulent écouter ça, on parle de Formule 1. Je mentionnais à Mhm. l'animateur Stéphane, s'il y a un endroit où on pourrait faire tous les grands prix de Formule 1, tous les 24 grands prix, puis que ça pourrait être intéressant semaine après semaine, c'est probablement Interlagos au Brésil. Oui, Martin, parce que c'est un circuit qui propose de tout. C'est un circuit qui est historique, c'est un circuit où il peut arriver beaucoup d'aléas. On sait que la pluie peut souvent venir brouiller les cartes. C'est un circuit qui a un public formidable, là. Les Brésiliens, ce sont des vrais passionnés. C'est un circuit avec beaucoup d'histoire. Vraiment un circuit unique dans l'histoire de la Formule 1 et avec la multitude de pilotes brésiliens qu'on a eu et les grands champions, là, tu l'avais mentionné, là, les Senna, les Piquet, les Fittipaldi. Donc, vraiment un week-end formidable. On ne s'ennuie jamais à Sao Paulo, Martin. Non, on s'ennuie jamais, vraiment. On le comprend, là, l'idéal, c'est bien sûr, ça fait partie du sport. On a un terrain de jeu différent à chaque week-end. Mis à part Mhm. pendant la pandémie, on avait vu Autriche aussi, c'est le genre de circuit un peu comme Sao Paulo, où ce qu'on pourrait, Mhm. on l'a déjà fait, même on a déjà fait 2 courses au même endroit. Bahreïn, c'est un peu différent puisqu'on avait fait, on avait changé le tracé. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup. Tu sais, si tu me dis, oh Martin, on va faire les 24 Grands Prix à Singapour l'année prochaine, ben ça se peut que j'en écoute pas 24. Mais au Brésil, c'est l'endroit où je serais le plus confiant parce que justement, au cours du week-end, on a eu la course sprint, bien sûr, c'est la formule sprint, l'avant-dernière de la saison. Mais on a vu qu'il y a toujours des balles courbes qui sont lancées, que ce soit par la météo ou parce que le circuit peut nous offrir. Donc, toujours très, très, très intéressant. Puis ça n'a pas déçu, encore une fois. J'ai entendu des gens dire que ça a probablement été le meilleur Grand Prix de la saison. C'est une question d'opinion, mais Mhm. c'est très valable. Disons que je Mhm. peux pas être en désaccord avec ça non plus, que ça a été un des très bons Grands Prix. Mais avant qu'on passe là, on va suivre le cours des choses comme on le fait toujours. On va commencer par la course sprint qui avait lieu samedi. Mais avant, je veux rappeler aux auditeurs que le F1 Podcast, qui est une présentation de Descoeurs Incorporé, une entreprise spécialisée dans le domaine des escaliers. Si vous voulez en construire une, en réparer une ou en rendre une plus sécuritaire par vous-même, vous pouvez faire affaire avec eux pour vous procurer les bonnes pièces. Mais si vous êtes plutôt du genre à vouloir donner ça à des experts et avoir un service clé en main, bien, Descoeurs Incorporé vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Et parlant d'experts et d'humains de sur-mesure, eh bien, c'est aussi valable aussi pour Norrois CVC. Norrois CVC qui sont les distributeurs des produits de l'entreprise internationale Sharp, plus précisément dans le domaine du HVAC, donc pour les thermopompes, les airs climatisés. Ce que ça vous procure en faisant affaire avec Norrois CVC et en choisissant les produits Sharp, et ça vous donne accès aux meilleures subventions du gouvernement, mais aussi à une économie directe sur vos factures d'électricité. Eh bien, on le disait, Kevin, oui, Formule Sprint, ça donne beaucoup de contenu, ça donne des émissions qui sont très chargées. Avant qu'on se lance vraiment dans les résultats, qu'on regarde tout ce qui s'est passé, j'ai pas le choix de débuter avec l'accident vraiment à couper le souffle là, de Gabriel Bortoleto. Je sais pas de ton côté, je pense pas qu'on regarde toujours les courses avec la même chaîne de télé, mais moi ça a pris quand même du temps avant qu'on puisse savoir s'il est correct. Des fois, quand c'est long, c'est pas bon signe. On se rappelle hein, Mhm. puis quand on voit pas les images tout de suite, puis toutes ces choses-là. Disons que j'espérais, j'avais hâte qu'on réussisse à avoir des nouvelles. Finalement, on les a eues. Quand je dis long, c'est que des fois, le temps semble arrêter là, lorsqu'il se passe quelque chose comme ça. Le plus vite possible, j'espérais avoir qu'il est correct parce que même si les voitures sont de plus en plus sécuritaires, on voit des accidents. Des fois, il y a certains qui peuvent devenir un peu insensibles. On les voit frapper le mur, puis on pense, ils vont être corrects, tout ça. Sauf que ça n'est une que j'avais des doutes. Parce que les statistiques aussi donnent froid dans le dos. Le premier contact, là, lorsqu'il frappe le muret, c'est 37 G.
37G, c'est 37 fois le poids du corps de Gabriel Bortoleto qui est venu le pousser dans sa voiture, là. C'est immense. Puis là, pendant qu'il est en train de tourner, puis il est en train de subir ces forces-là sur son corps, puis là, le plus gros impact est arrivé, et celui-là était, j'ai dit 30, ouais, c'est 34G. Après ça, c'est 57G qu'il a eu. Donc, de sortir de ça indemne, les F1 sont très, très sécuritaires, mais j'ai l'impression qu'il y avait même un ange gardien du côté du Brésilien, là. Un ange gardien qui pourrait s'appeler José Carlos Pache, Ouais. qui a le nom du pilote sur le circuit, ou encore le grand Ayrton Senna, pour le mentionner. Mais aussi, Martin, je voulais dire un merci au système HANS, le Oui. Head and Neck Support, qui est un dispositif de sécurité obligatoire sur les F1 depuis, je crois, 2003, ou en tout cas dans ces eaux-là. Vraiment, quand on regarde la gravité de l'impact, les deux impacts, mais surtout le deuxième. Surtout le deuxième là, que Bortoleto a frappé le muret du côté droit. Là, ça, comme tu as dit, ça donne froid dans le dos et ça prouve à quel point les Formule 1 sont rendus sécuritaires, à quel point on a fait des progrès technologiques incroyables depuis toutes ces années-là. Donc, vraiment très content de voir Bortoleto sortir indemne de ça. Ça aurait pu finir beaucoup plus pire que ça, là. Ça aurait pu avoir un gros impact. Il aurait pu avoir une autre voiture qui rentre en contact avec Ah, lui bien en oui. plus. Le Mais, fameux T-Bone, là, ce qu'on exact. redoute le Oui, c'est ça. plus là, en course Oui, automobile. oui. Albon, il aurait très, très bien pu venir frapper parce que faut savoir que la conception des voitures est faite pour répondre à un premier coup, un deuxième coup, mais tous ces dispositifs-là s'affaiblissent à la longue à force d'avoir des impacts. Donc, s'il avait fallu que Alex Albon, en pleine vitesse, en arrivant dans la ligne droite, à la fin de la ligne des puits, vienne frapper la voiture de Gabriel, après qu'il y ait eu tous ces impacts-là, 34G, 57G, on peut pas te garantir qu'il aurait sorti de là indemne, là. Mhm. Non, c'est ça exactement. Et c'est aussi, comme je disais, pour le système Hans Martin, pour ce support-là, c'est d'éviter le fameux, ce qu'il appelle le coup du lapin, qui Oui, appelle ça le vers l'avant. backlash en anglais là, Oui, qu'on appelle, dans le ouais. fond, ouais, ouais, le coup du lapin, je l'avais jamais entendu, mais fait, Oui, c'est c'est, ça, ouais, le terme en français. uh-huh. Mais c'est vraiment un dispositif formidable et on a eu des accidents, Martin, tu t'en as vu depuis le temps, là, des accidents où les pilotes ont failli laisser leur vie parce qu'on Mhm. sait au niveau du cou, c'est fragile et tout. Euh, je me rappelle, on s'entend, il y a déjà plusieurs années, là, c'est Mika Hakkinen à Adelaide en 95. Là, la tête bascule de gauche à droite. Il s'était mordu la langue. Il a failli avaler la langue. Je pour dire pour les sensibles, là, ça a été tout un accident. Mais bravo à la sécurité de la Formule 1. On ne le dira jamais assez. Mais un beau cadeau qu'a réussi à faire pour l'état de Gabriel Bortoleto qui s'en est tiré indemne. Pour les gens qui se demandent c'est quoi le dispositif, c'est ce que les pilotes ont là, sur leurs épaules là, qui est attaché après leur casque là, lorsqu'ils Mhm. sortent sur la voiture. Donc ça vient vraiment, comme Kevin l'expliquait, empêcher la tête d'aller bouger vers l'avant ou même par l'arrière. Pour les gens qui ont vu le film Commotion avec Will Smith, ben, on le sait, hein, le mouvement de la boîte crânienne à l'intérieur du cerveau. Là, je suis pas un médecin, là, mais quand même, c'est le principe qu'on veut éviter avec ce dispositif-là qui peut créer des séquelles assez graves. J'ai entendu Toto Wolff aussi qui faisait des comparatifs avec Barrichello à Imola aussi, comme quoi Oui. que ça aurait pu être quelque chose de semblable à ça. Donc, bonne chose que de ce côté-là, il a pu s'en sortir. Malheureusement, c'était devant ses partisans. C'est pas ce qu'on lui Ouais. souhaitait. Premier pilote brésilien à retourner devant les siens. Il vient de Sao Paulo en plus. Donc, Mhm. il était vraiment chez lui. Il pouvait pas être plus chez lui. Puis les répercussions de cet accident-là se voyaient encore sur la clôture le dimanche matin avant le Grand Prix. Donc, on voyait encore là, à quel point ça avait frappé fort. On a dû repeindre le mur des puits et ces choses-là. Donc, il y avait encore des séquelles de cet accident-là. La chose la plus positive à travers tout ça, c'est qu'il est correct. La deuxième chose la plus positive, c'est qu'on a déclenché le fameux drapeau rouge. Moi, j'étais chez moi puis je me suis exclamé enfin, parce que c'est quelque chose que j'avais reproché depuis un certain temps là, que lorsqu'on fait justement des week-end sprints, on n'est pas assez vite à déclencher le drapeau rouge. Je trouve que on sacrifie des tours. Bien sûr, la chose la plus importante, c'est que les pilotes et les signaleurs sont en sécurité. Ça, je suis parfaitement d'accord. On peut agiter le jaune, voiture de sécurité. Mais lorsqu'on voit que ça va durer, puis là, on le savait pertinemment le temps qu'on le retire, qu'on enlève la voiture, qu'on répare les choses, qu'on monte même la clôture, la rendre sécuritaire. Une fois qu'on sait qu'on va avoir un délai raisonnable, pourquoi ne pas tout de suite
être proactif et sortir le drapeau rouge. Et là, je peux pas leur reprocher ça puisqu'on le fait. Donc, vraiment content qu'on a compris ce côté-là et j'espère qu'on va garder ça à l'avenir, de dire on perd pas trop de temps lors de ces courses-là compressées du samedi. Le seul bémol, par exemple, c'est le fait qu'on a décidé de faire un départ lancé. Ça, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi on a décidé de faire ça, parce qu'on aurait très bien pu faire un départ arrêté. Bortoletto n'a pas eu cet accident-là à cause de la température, à cause d'un manque de visibilité, à cause d'un manque d'adhérence. C'est vraiment, on peut dire, c'est une erreur de pilotage, là. Son DRS était ouvert, mais il s'est fermé là, avant le point de freinage, sauf que lorsqu'on regarde les pilotes qui étaient à l'arrière de lui, de mémoire, il y avait Adjar, puis il y avait une voiture Az aussi. On voit que leur DRS à eux, c'était déjà fermé, puis que Bortoletto avait encore son DRS ouvert. Puis on le sait que normalement, lorsqu'on on décélère ou on appuie sur le frein, le DRS va se fermer automatiquement. Donc, c'est la preuve que Bortoletto n'avait toujours pas freiné et arrivait avec beaucoup trop de vitesse. Donc, moi, ce côté-là, le fait qu'on a choisi d'avoir un départ lancé, je me l'explique mal, puis c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. Je sais pas de ton côté. C'est sûr que c'est toujours un petit peu plus intéressant, Martin, d'avoir un départ arrêté Mhm. en anglais, comme on dit, un fameux rolling start, là, le départ où le meneur donne le ton. Mais bon, c'est des décisions qui sont prises par la FIA. C'est sûr que niveau spectacle, je dirais, intensité, il n'y a rien qui bat un départ arrêté. Pour Non, moi, c'est ça, ça. c'est le summum de voir les rouges s'éteindre. Mais bon, ça fait partie de la vie, mais au moins, on a pu avoir une deuxième chance. On a pu Ouais, avoir une non, deuxième chance avec le drapeau. ouais, parce que pour vrai, si on ne mettait pas de drapeau rouge, on n'avait pas de sprint, là. C'était fini, là. Le Mhm. temps que. Parce que même pour réparer les clôtures, on réparait encore les clôtures. On a eu un délai avant la qualification dans l'après-midi. On n'a même pas fini de réparer une clôture. Je ne sais pas si on a découvert une faille ou comment ça qu'on a relancé la course si la clôture n'était pas finie de réparer, puis on a eu un délai en qualification, peut-être qu'on a trouvé quelque chose. Mais du moins, en tout cas, on ne se plaindra pas. On va leur donner quand même la note de passage d'avoir pensé à mettre un drapeau rouge et de pas sacrifier tout le spectacle. L'autre, un qui s'est animé, qui s'est occupé du spectacle, mais j'ai envie de dire qu'il a saisi son opportunité parce que c'était le mot que j'avais entouré pour le week-end dans la course au titre. On sait qu'on a toujours une course à trois. Oui, on a Mhm. George Russell qui est quand même encore mathématiquement, au moment où ce qu'on se parle, là, quand on fait la course du samedi, là, il était encore mathématiquement dans la course au titre, mais quand même, on sait que c'est plus réaliste de considérer que c'est une course à trois. Lando Norris devait saisir ses opportunités. On l'a parlé pendant l'épisode entre deux courses de la semaine dernière. Je te disais, Lando, pour être de matériel à être champion du monde, doit être capable de coller des performances. Et c'est quelque chose que, pour moi, il n'avait pas fait souvent dans sa carrière. Finalement, tu as réussi à gratter un petit peu, puis voir que c'est arrivé une fois qu'il a réussi à coller deux victoires. C'est quand même très peu pour un pilote qui aspire à devenir champion. On sait que normalement, on bâtit des titres en partant sur des séries de victoires. Ça n'a pas toujours été le cas, mais quand même, dans la F1 actuelle, c'est ce qu'on voit normalement. Et Lando, c'est pas quelque chose qu'il était nécessairement capable de faire. On avait qualifié que c'était une masterclass du côté du Mexique. Vraiment, c'était une clinique qu'il avait offert. Et là, j'avais hâte de voir ce qu'il était capable de nous donner. Puis, j'ai envie de dire qu'il a repris où il avait laissé. Oui, il a repris où ce qu'il a laissé, Martin. Et tu parles opportunité. Moi, j'y vais plus dans le terme constance. Dans Ouais. le terme constance, pourquoi? Parce que là, c'est ce qu'il doit faire. Parce que là, il est dans le bon état d'esprit, Lando Norris. Il est dans le bon état d'esprit et il se doit d'être constant, de conserver la façon dont il fait les choses, dont il est capable de gérer. Parce qu'on sait qu'il est capable de gérer Lando Norris. Et là, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à bien gérer la sprint, il a réussi à bien faire son départ, très important. Il a réussi à bien relancer la relance par la suite avec le fameux accident de son coéquipier Oscar Piastri. On va en venir. Mais c'est ça. Donc, Norris a bien réussi à faire preuve de constance et c'est ça qu'il lui faut pour être champion du monde parce que les champions du monde, Martin, on le sait, ils font preuve de constance sur l'ensemble d'une saison. Bon, parlons-en justement. Oscar Piastri, lui, se doit de
il perd par un point. Le championnat arrive dans ce week-end-là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tiré de l'arrière. Puis là, il veut bien faire. Il se devait de bien faire. Puis finalement, perte de contrôle qui est liée à Lando Norris, puisque c'est Lando qui a passé sur un vibreur, qui a fait lever de Mhm. l'eau. Je dois saluer là, le fait à quel point que Kimi Antonelli a été alertant. Parce que je ne sais pas si tu Ouais. as vu la prise de vidéo, est-ce que lui a été conscient que Lando avait envoyé de l'eau. Parce que faut savoir, il pleuvait pas dans cette course sprint-là, mais il y avait encore des bouts qui étaient asséchés. Le circuit Mhm. était quand même relativement sec. C'est pour ça qu'on n'avait pas des gommes intermédiaires ou des gommes pluie avec les fameuses les trous à l'intérieur des pneus là, pour être capable des rainures plutôt le bon mot. On n'avait pas ça. Donc encore là, lorsqu'on prend de l'eau sur un pneu slick, c'est pas évident. Et là, Kimi Antonelli a vu ça, a tout de suite lâché le pied sur l'accélérateur et a tout de suite signalé à son ingénieur Bono pourquoi il avait fait ça. Il dit Lando a envoyé plein d'eau sur la piste, mais par exemple, ça n'a pas été la même temps de réaction pour Oscar Piastri qui arrivait à toute allure, perd le contrôle, ça va fracasser sa voiture sur la clôture. Donc on sait que c'est terminé à ce moment-là. Puis après ça, tu as hey, je m'excuse, le drapeau rouge, c'est pas au moment de Bortoletto, c'est à l'accident d'Oscar Piastri hein, qu'on a. Il y a à l'accident d'Oscar Piastri, suivi de deux pilotes qui en ont vu de la même couleur. Franco Colapinto, ton préféré, Martin, Ouais. et Nico Hülkenberg, lui, qui a été chanceux, qui a pu repartir. C'est ça, il a Lui, peur lui, partir. il a pu. Mais tantôt, c'est ça, le drapeau rouge, c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'on le fait. C'est pas, Bortoletto, c'est arrivé à la fin de la course, donc on n'a pas appelé le drapeau rouge. C'est vraiment au moment de l'accident d'Oscar Piastri, Hülkenberg qui a suivi, puis Colapinto. Là, c'est sûr qu'on avait trois voitures dans le mur sur le circuit, donc Mhm. on a bien Mhm. réagi de dire on appelle Ouais, un drapeau rouge à ce moment-là. Mais Oscar Piastri, c'était le pire scénario pour lui, ouais. même, ben, pire. Au moins, c'est la course sprint, il y a moins de points en jeu, sauf que tu veux absolument ça, puis en plus, c'est ton coéquipier qui est en tête, c'est lui que tu pourchasses au championnat. Donc, tu ne veux pas le laisser aller saisir 8 points puis en marquer zéro pour une deuxième course sprint consécutive du côté de l'Australien où il marque 0 points. C'est pas l'idéal dans le scénario. Ensuite, Kimi Antonelli, lui, par exemple, on le dit, il a été très alerte, a réussi à saisir une deuxième place. Puis si Lando a bien fait, ça n'a pas été une promenade dans le parc non plus, là. Mhm. Il était sous pression, il y a eu l'arrêt du drapeau. Après ça, on a pu changer les gommes. Kimi Antonelli savait à peu près à quoi s'attendre, qu'est-ce que ça lui prenait pour être capable de mettre Norris sous pression. Il l'a fait jusqu'à la toute fin. A très bien répondu Lando, vraiment. Donc, ça fait partie ça, de l'ensemble de l'œuvre lors de samedi. Kimi Antonelli, on dit deuxième. George Russell, troisième. Max Verstappen, c'était plus compliqué pour lui, la voiture. On n'avait pas les bons réglages. La qualification, ça n'a pas très, très bien été la séance de sprint shootout, on s'en Mhm. rappelle. Puis pendant la course, c'était assez difficile. Il a fait le mieux qu'il pouvait là, en terminant quatrième de son côté. Ouais, écoute, Mhm. limiter les dégâts, Martin, mais c'est sûr que quand tu vois ton principal rival en Norris, bon, Piastri s'est sorti de l'équation, mais Norris qui a réussi à aller chercher 8 points, toi, tu vas en chercher 5, tu compenses un peu, mais mine de rien, Norris prend le large un petit peu plus. Donc, c'est Verstappen, on sait qu'il va faire tout ce qu'il peut pour aller chercher, mais quand même, quand on regarde la course sprint, il s'est démené, il a fait tout ce qu'il pouvait et tout, mais c'est sûr que ça l'a pas aidé dans la chasse au championnat. Mais bon, ce n'était que partie remise pour lui par la suite, après ça, pour le reste du week-end. Quand on se compare, on se console. Il y a juste à regarder du côté de Piastri, puis il va se dire, Oui, ben, il y a ça. quatrième, c'est pas si mal que ça, finalement. Charles Leclerc, pour lui, cinquième, sixième pour Fernando Alonso. Toute une performance. Encore. Je les attendais pas là, Aston Martin, pendant le week-end. Mais quand même, Alonso, c'est la magie du bon vieux Fernando qui termine sixième, septième pour Lewis Hamilton et huitième pour Pierre Gasly. Tu sais, quand on parle de magie, là, Mhm. François Goulet, c'était probablement le seul gars ou la seule personne qui était prêt à dire Ah, Alpine peut peut-être faire des points, avait de la confiance. Vendredi, il m'en parlait. Mhm. Moi, surtout, le premier qui se comptait pour battu, c'est Gasly qui a dit on marquera probablement pas de points d'ici la fin de la saison. C'est l'endroit où il avait marqué son premier podium en carrière, a terminé sur le podium l'année dernière aussi. Beaucoup de confiance sur ce circuit-là, mais de là à être confiant et de traduire ça avec les performances, c'est pas toujours évident si t'as pas la voiture pour le faire. Huitième là, pour une Alpine, c'est quand même juste un point. Mais c'est le seul point qui restait disponible. Il a réussi à aller le saisir. Devant Lance Stroll qui est dans une Aston Martin. Donc, chapeau à Pierre Gasly.
chapeau à Pierre Gasly, Martin. Et c'est bon pour le moral des troupes parce qu'on sait que c'est une saison très difficile là, pour Alpine. Là, on vraiment croupit dans les bas-fonds du classement des constructeurs. Et comme tu as mentionné, c'est un circuit qui est très à l'aise. C'est un circuit aussi je me souviens, il a dit la voiture fonctionne merveilleusement bien. Il dit, je ne sais même pas pourquoi. C'est le jour et la nuit entre les autres Grands Prix. Et là, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est à l'aise. Parfait, tant mieux. Profitons-en. Et c'est ce qu'il a fait Pierre Gasly. C'est un pilote que je trouve qui démontre une belle force de caractère dans une saison qui n'est pas facile. Et quand on sait qu'il a la bonne voiture entre les mains, Pierre Gasly, c'est un sacré pilote de course. En terminant, une des choses qui a retenu l'attention sur cette course sprint-là, ben, ça a été un contact entre Lawson et Berman. Ouais. Les deux ont réussi à avoir une pénalité là-dessus. Mhm. Ça fait un peu drôle parce que tu te dis pourquoi tu punis les deux, mais en tout cas, il y avait des raisons derrière ça. Ce qu'on Ouais. surveille surtout, c'est que ces deux gars qui se rapprochent drôlement d'une suspension, Berman se Mhm. retrouve dans l'eau chaude parce que il n'y aura pas de points qui vont revenir sur son permis avant mai l'année prochaine. Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre, là, non seulement pour la fin de la saison, mais aussi pour une grosse partie de la saison prochaine. Non, effectivement. Et Lawson, si je ne me trompe pas, il en a 8. Donc, c'est deux pilotes. Berman, 9 de mémoire et Ouais, Lawson, 8. c'est neuf, mais comme je dis, c'est neuf, mais il n'y a pas de points qui vont. Tu sais, parce que là, à un moment donné, il a monté jusqu'à 10, mais finalement, il y a des Oui, points qui sont revenus. Mais là, oui, ça va toujours à un an. Ça dure un an sur le oui, permis. c'est Donc, ça. l'infraction la plus vieille date du mois de mai. Donc, c'est là qu'il va y avoir des points. C'est très gros, là. Ouais. C'est quasiment impossible de croire que un gars qui est à l'arrière du peloton ou au milieu du peloton, qui doit se battre beaucoup dans des courses, de penser qu'il va être capable de se rendre en mai sans récolter une suspension. En tout cas, s'il réussit à le faire, ça va avoir été tout un accomplissement en soi, là. Oui, effectivement. Mais on connaît Berman, c'est un jeune talentueux et tout. C'est sûr qu'il faut qu'il sorte les crocs, hein, Mm. Martin, pour se battre là, avec ses rivaux et tout. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Mais il doit être prudent. Il doit être prudent. Il n'a pas le choix. Lawson également de même. C'est un pilote qui est très agressif, mais parfois un peu trop. Des fois, ça lui joue des tours. Donc, c'est ça. Donc, à faire attention pour ces deux jeunes hommes-là, ces deux incidents distincts, hein, mais c'est pas la même situation. Mais en toute somme, les deux se sont fait avoir par la décision des commissaires, mais bon, Non, non, ça fait partie de la course. c'est ça, c'est juste que les deux, ils se sont coltaillés pendant une bonne partie. Puis là, finalement, on a décidé que, ah, ben là, toi, t'as ton tort là, toi, t'as ton tort là. Puis finalement, on a donné, les deux sont ramassés avec une pénalité. Donc, après ça, un peu plus tard dans la journée, bien, c'était le temps de faire la séance de qualification qui allait déterminer la grille pour le Grand Prix de dimanche. Et ça a été, il y a eu un petit délai à cause, il fallait réparer les dégâts que Gabriel Mhm. Bortoletto avait fait aux clôtures, aux barrières. C'était probablement la meilleure chose qui pouvait arriver pour Stack Sauber qui essayait de reconstruire la voiture du Brésilien héros local. Finalement, on a manqué de temps. C'était des Mhm. changements. C'était vraiment une mission impossible. Mais on a essayé. Je voyais même Mattia Binotto qui tenait le banc puis qui aidait son écurie. On avait Jonathan Whitley qui était là aussi. On essayait d'aider les mécaniciens le mieux qu'on pouvait. Finalement, on n'a pas réussi à renvoyer notre pilote en piste, mais quand même, au moins, la bonne nouvelle, les saints saufs, automatiquement, Mhm. il devenait qualifié 20e. À cause de ça, pouvait pas se faire justice, pouvait pas faire de temps. Mais le délai a rien changé, par exemple, à la constance de Lando Norris, parce que Ouais. Lando qui a signé la pole, la sprint shootout du vendredi, le matin dans la course sprint, réussit à signer une très belle victoire. On l'a dit, sous pression de Kimi Anthony, mais a quand même bien répondu. Puis là, moi encore là, j'avais hâte de voir ce qu'il nous offrait dans l'après-midi. Est-ce qu'il va être capable, encore une fois, de répondre avec les changements qui vont avoir été apportés aux autres voitures aussi, parce que les autres ont pu prendre une lecture, le parc fermé après la course sprint, il est Mhm. plus fermé, il est rendu ouvert. On peut faire porter des changements. Et on aurait très bien pu être capable de trouver un petit secret parce qu'on n'était pas si loin que ça du côté de Mercedes. Finalement, c'est Kimi Antonelli qui a réussi à arriver deuxième pour cette qualification-là. Lando Norris, encore une fois, une deuxième pole deuxième pole en moins de 24 heures. Donc, très bien fait encore une fois de la part de Lando Norris. C'est une 15e pole, Martin, pour Lando Norris. Et à la petite statistique, il est le seul pilote de l'histoire à ce chapitre-là.
Donc, Il n'y a personne qui a été arrêté à 15. il y a juste lui. Il y a juste lui pour Ouais. le moment. Donc, voilà, Lando Norris, encore une fois, qui s'est senti très à l'aise sur le circuit d'Interlagos. Martin, il a seulement échappé la Q2, si je ne me trompe pas, parce que aux essais libres, premier, ensuite la sprint premier, ensuite Q1 et Q3 premier. Hum. Donc là, il a juste échappé la Q2 parce que sinon, c'est une domination nette de Lando Norris. Donc, il est à l'aise, il est dans son élément, il se doit de faire ça, il se doit de mettre le point sur le i pour dire maintenant, c'est moi l'homme en force de ce championnat-là. Je suis prêt à me battre pour le championnat, je suis prêt à devancer mes rivaux, je suis prêt à montrer de quel bois je me chauffe. C'est ce qu'il a fait, encore une fois, en signant cette pole position-là. Mettre le point sur le i ou mettre le point sur les i de Piastri, c'est probablement Mhm. ça qu'il a fait parce que Oscar, son coéquipier, lui, quatrième, c'est pas l'idéal. On sait, après avoir frappé le mur, ça peut donner un coup, ça peut aussi frapper à l'orgueil, mais ça peut aussi frapper à la confiance. C'est vraiment ça que ça a fait. Il était plus prudent après ça. Moi, j'avais peur. Je me suis dit, ça me fait penser un peu à Azerbaïdjan où ce qu'il va probablement vouloir se rattraper et en faire trop. Je me suis dit, il est probablement pas à sa dernière erreur au cours du week-end parce que là, il va se mettre en mode rattrapage, en mode pression. Finalement, dans la qualification, ben, il a vu, bien sûr, le jeune Antonelli le devancer deuxième, mais ce qu'on attendait moins, c'est que Charles Leclerc, un des meilleurs pilotes en qualification, on se répète constamment, on le dit, mais la voiture est pas toujours au rendez-vous, mais Charles réussit à trouver quelque chose, réussir à extraire de quoi ça Ferrari, mais de là à venir reléguer Oscar Piastri en quatrième position, c'est pas nécessairement ce qu'on attendait de la part de Ferrari parce que c'était pas le week-end qui laissait croire qu'on était capable de justement venir se qualifier devant une McLaren. Oui, effectivement, Martin. Et c'est toujours lorsqu'on a une voiture qui fonctionne moins bien, c'est d'arriver à aller prendre la chance d'aller, comme on dit souvent, c'est l'opportunité de Hum. profiter des déboires d'un tel ou d'un autre et de réussir à aller se placer au devant de la scène. Et Leclerc a encore réussi à le faire. Et ça, c'est encore une fois un beau chapeau à Charles Leclerc, qui a réussi à devancer, comme tu dis, Oscar Piastri, dont la confiance devait être très fragilisée après son accident. Ça, c'est sûr et certain. Leclerc, Piastri quatrième, et ensuite, c'est devancer les Racing Bulls qui se sentaient très à l'aise sur le circuit d'Interlagos, Martin, mais également George Russell, que je m'attendais peut-être à un petit peu plus de lui. Ouais, oui, George Russell, surtout que ben, on le sait, là, Russell, normalement, depuis le début de la saison, des performances, s'il connaît sa meilleure saison en carrière, c'est sûr que son coéquipier, c'est une recrue, fait que c'est dur des fois d'évaluer à quel point que si Russell est si dominant que ça ou c'est juste que l'autre est en train d'apprendre le métier, mais quand même, il fait très bien. J'ai été surpris, mais je veux pas, tu sais, je comprends, je veux pas enlever ce qu'Anthony a accompli, parce que je pense qu'il a très, très, très bien fait. Mais est-ce que George Russell a eu des moments difficiles, tellement qu'il s'est retourné vers les gommes médiums en fin d'épreuve, en fin de séance de qualification, en pensant que c'était sa seule option pour faire un bon temps, quand pourtant son coéquipier n'avait pas eu besoin d'aller vers les gommes médiums. Mais c'est probablement, je sais pas, c'est pas la première fois qu'on voit ça du côté de George Russell. On a de la misère à mettre les pneus dans la bonne fenêtre de température du côté de l'écurie Mercedes. Mais quand même, on le voit qu'il y avait une solution, mais que George n'était pas capable d'aller la chercher. Tu fais bien de le dire. Sixième derrière Isaac Hadjar à bord d'une Racing Bulls. C'est pas l'idéal pour Mercedes, surtout quand tu sais que ton coéquipier recrue est deuxième, a très bien fait pendant la course aussi. Donc, c'était pas une mauvaise voiture à Mercedes au cours du week-end. C'était probablement la deuxième voiture la plus rapide du peloton. Donc, de voir George Russell se qualifier sixième, c'est pas ce à quoi il nous a habitué le Britannique là. Depuis ses débuts en F1, toujours très très bon en qualification, toujours capable de maximiser la fenêtre de performance de sa voiture. Mais là, ça a été plus compliqué. Mais du côté d'Adjar, lui, de plus en plus, il fait très bien. Isaac Adjar, on le Mhm. voit depuis le début de l'année. Il est un prétendant à être une recrue de l'année. À bord d'une
Austin Racing Bulls. Puis là, il y a des gens qui n'ont pas vu la qualification. On n'a pas nommé Max Verstappen, puis on n'a pas parlé de Red Bull encore, puis on est déjà en train de parler de l'écurie sœur qui est au 5e rang. Donc encore là, c'est encore plus un accomplissement quand on voit la petite écurie être capable de faire ça. Je vais en parler tout de suite des Red Bull parce que ça a été le point tournant de la journée, ça a été le gros sujet de discussion. C'est Max Verstappen qui réussit pas à sortir de la Q1. Hmm. Ça, c'est de la Q. Ben, il ne réussit pas à aller en Q2. Ça, c'est quelque chose que je trouve. Ça a été impressionnant de voir ça. Puis c'est quelque chose qui arrive pratiquement jamais. Parce que c'est quoi? Sochi 2021, puis même là, normalement, c'est relié à des problèmes mécaniques. Je me rappelle, il y a eu une séquence en Arabie Saoudite où il avait dû partir bien loin, mais il y avait eu un problème avec son arbre Transmission. ouais, de transmission exactement. J'avais le Hmm. mot crankshaft dans la tête, puis je voulais pas le dire, puis j'avais beau chercher à essayer de trouver d'autres choses, mais en tout cas, c'est ça qui avait lâché à l'arrière de la voiture, puis à ce moment-là, ben ça avait fait qu'il avait dû rentrer au puits, ça avait mis fin. Mais c'est très rare là. Moi, je me rappelle pas en frais de rythme pur de voir Max Verstappen se faire éliminer avant. Même normalement, il est toujours en Q3, mais en Q1, moi, je me rappelle pas avoir vu ça. Comme je t'ai dit, Sochi 2021, je sais que tu as une meilleure mémoire pour les choses. Hmm. C'était peut-être là, ou même là, c'était un bris mécanique à ce moment-là, 2021? Je me souviens que c'était à Sochi, Martin, mais j'en ai une petite pour toi, vite, vite, comme ça. Oui, oui, oui. Est-ce que tu te souviens, c'est quand la dernière fois que les deux Red Bull ont été éliminés en Q1? Oh. Ben, non, Arabie Saoudite, Perez avait pris la pole. Non, je me rappelle pas d'avoir vu deux Red Bull éliminés en Q1. Ça fait un sacré bail, ça date de 2006. Ah, à la deuxième saison en Formule 1. 2006 au Grand Prix du Japon. C'est ça, Grand c'était Prix dans du les Japon débuts, 2006. des débuts de Ouais, l'écurie Red Bull. Ça, exactement. ça vraiment, faut donner le tort. On peut donner le tort à Verstappen, on peut donner le tort surtout à l'écurie Red Bull parce que normalement, on est très bon pour trouver les bons réglages. Là, on a Oui. eu une pratique, une séance d'essai libre, c'est ça le problème des week-end sprints. Mhm. Ensuite, on a eu la course sprint, la sprint shootout, bien sûr. Puis là, on a décidé de changer les réglages. On est allé vers une alternative qui fonctionnait, qui était pire. On a fait vraiment, vraiment pire de ce qu'on avait. Il n'y avait aucun rythme. J'ai envie de donner un peu de blâme à Yuki Tsunoda aussi. Parce que lors de la course sprint, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests avec Tsunoda. Mhm. On a essayé des réglages qu'on pensait comme la deuxième bonne option qu'on avait sous la main. Finalement, ça n'a pas été concluant avec ce que Tsunoda a fait. Puis là, j'ai l'impression on a un peu donné, on a un peu balayé ça du revers de la main du côté de Red Bull, puis dire, OK, on l'a fait le test, ça fonctionne pas non plus, fait qu'on a décidé d'aller dans une autre direction. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce que Tsunoda nous a donné comme rapport? Parce que c'est pas facile de son côté. Donc, c'est peut-être là qu'on avait une erreur. Peut-être qu'on a donné un peu trop confiance au test qu'on avait fait sur Yuki Tsunoda sans enlever le facteur erreur de dire, ouais, c'est pas toujours très à point avec ce que le japonais peut nous donner. Puis là, on s'est complètement planté. On a fait pire, pire, pire que ce qu'on avait eu depuis le début du week-end. Non, vraiment, c'est la catastrophe là, pour Red Bull. Et oui, Martin, on sait, on connaît Verstappen et on sait que on peut lui faire confiance pour remonter le peloton, mais quand même, on se tire dans le pied pas à peu près pour dire qu'on va partir hors de la. On sort en Q1. Donc là, écoute, c'est une catastrophe, surtout quand ton pilote est encore en lice pour le championnat. Peut-être pas du tout ta cause, et surtout quand tu regardes qui part en premier. Lando Norris, Piastri quatrième, et toi, tu te retrouves carrément à croupir dans les bas-fonds dans les bas-fonds du classement de la qualification. C'est vraiment une situation pas évidente pour Max Verstappen. Et là, après ça, il l'a dit tout de suite, là, il dit, les espoirs de titre, oubliez ça. Il était abattu. Là. On peut le comprendre aussi. Là. On peut le comprendre quand tu arrives à une situation comme ça et tu n'arrives même pas à te qualifier dans le top 10, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Ben, surtout quand que tu as essayé d'autres options au cours du week-end. En Donc, plus. tu dis, normalement, à la deuxième tentative, tu es supposé faire mieux. Puis là, tu vois, on a fait pire. Fait que là, tu perds un peu confiance non seulement en ce que tu as entre les mains, la voiture, tu perds un peu confiance aussi en ton équipe. Puis c'est ce qu'on disait depuis quelques semaines chez Red Bull, on comprend mieux notre voiture. Puis là, quand il arrive une situation comme ça, on se dit un peu, ouais, non, dans le fond, on la comprend pas bien, la voiture, là, il y a un problème. Donc, c'est vraiment pas la situation idéale. Certains disaient, ben, il est parti 17e l'année dernière. Oui, mais la pluie est un Hmm. facteur. Si t'as pas la pluie, c'est pas évident. Surtout, on est à la fin d'un ère de réglementation. Les voitures sont tellement près. La parité qu'on a présentement en Formule 1,
c'est pas comme, je veux rien enlever, mais en 2021, la Mercedes qui part dans la course sprint, puis qui part de l'arrière, puis qui remonte, il y avait c'était tellement dépareillé, l'écart entre les voitures était beaucoup plus grand, donc tu pouvais gagner des positions faciles dans les milieux de peloton, dans les derniers 10, mais c'était plus facile à cette époque-là. Mais là, maintenant, on est dans une ère où la parité est tellement près que si tu pars 16e, mais là, tu as du fil à retordre pour la course. Donc, c'est vraiment pas évident. Et d'avoir un top 10 aussi sans champion du monde, parce que là, tu as Alonso qui est pas dans le top 10, tu as Verstappen qui est pas dans le top 10, puis tu as Lewis Hamilton aussi qui a guère fait mieux là, chez Ferrari. Ça aussi, ça a été la catastrophe. Il a réussi à survivre. Ben, on peut dire qu'il a fait mieux parce qu'il a survécu. Il s'est rendu en Q2, mais il n'a pas réussi à se rendre en Q3 ça fait quelques fois quand même que ça arrive cette année. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as Charles Leclerc qui réussit à faire une belle performance, mais tu as Lewis Hamilton qui ne réussit pas à mettre les morceaux ensemble, qui se ramasse 13e pour le départ de la course. Ramasse 13e, puis Martin, il y a un certain Oliver Berman qui se positionne en Q3 encore une fois. Ben oui. Berman, pilote de l'Académie Ferrari, c'est un jeune pilote Ferrari et je crois, et comme tu l'as déjà mentionné, qui éventuellement, dans un avenir plus ou moins rapproché, va a priori se retrouver chez Ferrari. Mais quand tu regardes la performance de Lewis Hamilton comparativement à Leclerc, mais encore pire par rapport à Berman, Colin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lewis Hamilton, on sait, c'est son rêve. Il a dit, c'est mon rêve de piloter en rouge. C'est mon rêve Hmm. de faire ça. Ça commence à Mais être un cauchemar. ça commence à être un méchant cauchemar, là. Et ça va pas bien. On imagine qu'il essaie de trouver toutes les solutions possibles là, pour remonter le moral de l'équipe, pour essayer d'améliorer le sort. Mais Martin, c'est une sixième élimination et sixième fois de la saison qui ne passe pas en Q3. Puis si C'est quand même quelque chose, là. ben, pour un septuple champion du monde, beaucoup pensaient que c'était l'année dernière, le problème c'était Mercedes, on favorisait Russell, là, les théories de dire qu'on favorise Leclerc, ben, ils vont sûrement quelqu'un qui va les sortir à un moment donné, mais on peut pas dire ça, là, parce que si on a déboursé 100 millions de dollars avec de l'argent garanti, une année d'option que lui-même a le contrôle dessus, on a tout sorti ça. On n'a pas fait ça pour que Charles Leclerc puisse le battre à tous les week-ends, là. C'est qu'on s'attendait que Lewis Hamilton vienne contribuer au succès de la Scuderia. Puis pour l'instant, c'est pas ce qu'il fait. Puis ce qui est le plus gênant là-dedans, c'est que tu as un Nico Hülkenberg qui est 10e client Ferrari. Après ça, t'as un Alpine qui est pas client Ferrari, mais quand même, on sait les ennuis. Pierre Gasly, encore une Mhm. fois, super belle performance, réussi à se qualifier 9e. Devant ça, tu le mentionnais, Oliver Barman, autre écurie cliente de Ferrari avec Haas. Et après ça, ben, Liam Lawson qui est un client Racing Bulls. Donc, du côté de Red Bull, si on dit que ça a été la catastrophe, on se fait battre par nos deux écuries, nos deux petites sœurs. Mais du côté de Lewis Hamilton, se battre par deux clients, deux écuries qui ne sont pas là, ils sont même pas dans le top 5 du classement constructeur. Oui, ils ont des bons pilotes en Nico Hülkenberg et Oliver Burman, mais c'est très. Donc, il n'y a personne qui va être capable de me convaincre que la voiture de Lewis Hamilton n'était pas supérieure à la Haas ou à la Stack Sauber. Non, effectivement. Donc, c'est vraiment une déception là, pour Hamilton, qui est citoyen d'honneur au Au Brésil, Brésil, oui. Lewis Hamilton. Ouais. Donc, vraiment un week-end pas facile pour le champion du monde. Euh, Ça commence à en qui, faire beaucoup, hein. Surtout au ça Brésil. commence à en faire beaucoup. Surtout au Brésil, là, c'est un endroit normalement où il y avait hâte d'y aller, mais si tu regardes ses dernières performances, l'année dernière, il était nulle part dans la pluie. Ouais. Pourtant, Lewis, Ouais. normalement, puis on dit, hein, c'est Ayrton Senna qui avait dit que la pluie, c'est le grand égalisateur. Puis l'année dernière, il n'avait pas réussi à se faire justice. Ça faisait pitié, mais on en avait parlé ensemble. J'ai ça très Ouais. frais en mémoire de dire Ouais. c'était malaisant de voir Lewis Hamilton avoir autant discuté sous la pluie dans sa voiture. Puis ça, c'était les Mercedes. Donc, il colle des performances assez difficiles. Puis de mémoire aussi, 2023, c'était guère mieux aussi à bord de la Mercedes. Donc, c'est quelques fois qu'il se présente au Brésil que ça va plus vraiment bien. Je refais le classement rapidement là, pour les gens. Oui. Peut-être qu'on s'est promené un petit peu de gauche à droite. Donc, oui, Piastri, quatrième, Adjar, cinquième, Russell, sixième, Lawson, septième, huitième, Berman, Gasly, neuvième, dixième pour Hülkenberg, Fernando Alonso qui est à la porte des points, onzième pour lui encore
pour moi, c'est un accomplissement à bord d'un Aston Martin sur un circuit qui a deux grandes lignes droites très prononcées. Oui, on a la portion du secteur 2 qui demande de l'appui aérodynamique, mais normalement, le gros problème chez les voitures vertes, c'est la traînée. Donc, d'être capable de se qualifier 11e, pour moi, c'est encore une fois, c'est de la magie. Fernando Alonso. Alex Albon, 12e, et là, on en arrivait. Lewis Hamilton, 13e, suivi de Lance Stroll en 14e position, 15e pour Carlos Sainz. Max Verstappen, on l'a dit, 16e, 17e pour Esteban Ocon. Il faut en parler d'Esteban Ocon parce que on en a parlé, toi et moi, il y a quelques semaines. On essaie de trouver ce qui cloche parce que t'es pas supposé de te faire dominer comme ça par un pilote recul. Non, Martin, et je pense qu'Ocon commence à comprendre de quel bois se chauffe Oliver Bergman. Et là, c'est aussi pour la suite, c'est pour la suite de la carrière de Esteban Ocon, moi, que je m'inquiète, parce que là, tu te dis, tu as plein d'expérience, t'as fait quelques écuries, tu es un vétéran. Tu es un vétéran, tu es Hum, établi, mais là, tu vois un jeune homme qui est qui entame sa première saison complète en Formule 1, mais tu dis que c'est très possible qu'il puisse monter directement chez la Scuderia Ferrari à un moment donné, comme je l'ai dit, dans un futur plus ou moins loin, en remplacement très probablement d'un Lewis Hamilton. Mais tu dis, en termes de vitesse peu, Berman est nettement devant Esteban Ocon. Puis je ne suis pas gêné de le dire que non, non. c'est vraiment le cas. Puis à des moments, là, je ne l'ai pas dit encore, là, mais à des moments, là, le jeune Britannique, à sa première saison en F1, première saison complète, même si on l'a vu apparaître dans une Ferrari, à certains moments l'année dernière, puis dans une Haas aussi, euh, il y a des moments qui étaient prétendants pour la pole. En Q1, en Q2, il était là, là. Malheureusement, ce qui est arrivé, il s'était gardé deux trains de pneus tendres, flambant neufs pour la Q3. Et puis là, c'est venu rappeler à tout le monde à quel point c'est exigeant, ce sport-là, de dire tu te dois de faire trois tours compétitifs en qualification, de garder une forme de constance. Et là, ce qu'il avait su faire en Q1, en Q2, malheureusement, avec ses deux tentatives en Q3, n'a pas été capable de répéter. Et c'est pour ça qui a finalement terminé à partir huitième. On se le dit, là, quand tu es à bord d'une Haas, huitième, on se tape des mains, puis on est content quand même. Mais il y avait le potentiel à un certain moment. Je pense pas que je suis le seul naïf qui y a cru, qui aurait même pu percer le top 3. Écoute, Martin, c'est très plausible. Et Oliver Berman, là, Martin, là, quand on regarde ça, huitième au Brésil, c'est dixième au Mexique, c'est huitième aux États-Unis et c'est neuvième à Singapour. Donc, c'est quatre Q3 consécutives pour Oliver Berman. Donc, Mhm. c'est quand même pas rien là, quand on regarde la Ben non. situation. Quand on compare à Esteban Ocon, là, la dernière Q3, Martin, là, je vais te dire, là, ça date, si je ne me trompe pas, là, ça date de Monaco. Monaco, c'est loin, là. C'est même pas Ça la commence à moitié de être la long. saison. Puis c'est mois de mai, ça. Ouais. C'est incroyable. Puis ben, moi, quand je regarde ça, c'est justement, puis ça montre les améliorations de la voiture parce que on le disait, Berman, c'était toujours onzième, onzième, onzième. Je faisais des blagues avec ça. Je disais, c'est la Mhm. preuve de constance parce qu'il montre que la voiture, c'est là c'est ce qu'elle vaut. Après ça, à Austin, on apporte des améliorations et depuis qu'on a apporté ces améliorations-là, bah, c'est pas de la magie, puis je pense pas qu'il y a une coïncidence. D'un coup, il est capable de percer le top 10. Mhm. Donc, on le voit encore Effectivement. là, il est régulier comme un horloge, ce qui est carrément le contraste d'un jeune, être capable de soutirer le meilleur de sa voiture week-end après week-end, de donner exactement ce que la voiture vaut. Et là, maintenant, il est capable, plus souvent qu'autrement, de percer le top 10. Donc, non seulement c'est positif pour les crières, parce que si on avait simplement à se fier sur Esteban Ocon, on se dirait, bon, on s'est complètement trompé avec nos améliorations, ça fonctionne pas, puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous, parce que pendant que tu as ton jeune pilote recru qui se bat possiblement pour avoir la pole ou faire partie du top 3. Puis t'as Esteban Ocon, lui, qui sa journée, les livres étaient déjà terminés avant même que la Q1 prenne fin. Il était derrière Max Verstappen avec une 17e place. Donc, il y a quelque chose. En tout cas, j'ai hâte de savoir. Puis je trouve je sais pas, je trouve qu'il manque un peu de frustration du côté du pilote français. Il me semble que euh, ça doit venir le chercher. Il a l'air encore de bonne humeur. En tout cas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans son clan, mais il y a vraiment quelque chose à trouver. Puis comme tu dis, ça pourrait facilement laisser des séquelles pour le reste de sa carrière si ça continue comme ça, parce que là, il n'y a pas d'autres écuries vraiment qui penseraient à dire, ah, bon, on va aller chercher ce gars-là, c'est un gars rapide, parce que là, ça n'a pas l'air d'être ça du tout, du tout. Franco Colapinto, lui, qui ce 18e, il est nouveau contrat.
mais il a pu se soulager parce qu'il y a quelqu'un qui a fait pire que ça. C'est Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda Hmm. qui est 19e, puis il aurait probablement été 20e si Gabriel Bortoleto aurait pu participer à la séance de qualification. Ah, écoute, c'est vraiment. Je trouve ça triste Triste. en même Oui, temps pour Tsunoda parce que on l'a dit, Martin, je suis sûr que tu t'en souviens, on s'est dit, il mérite sa chance chez Red Bull. Mais là, oui. quand tu regardes le niveau, quand tu regardes qu'est-ce qu'il donne, quand tu regardes c'est quoi qu'il apporte, je- malheureusement, je vois rien. Non. Je vois rien de ce que Tsunoda apporte. Et oui, on va dire, oui, à cause de Honda et le placement de Tsunoda est là par rapport à Honda. Oui, mais au final, quand on regarde la lutte pour le championnat des constructeurs, Martin, là, c'est important que ton deuxième pilote soit là. Ben Quand oui. tu as une lutte avec trois écuries, Mercedes, Ferrari et Red Bull, et là, tu regardes ça, puis tu te dis, si, admettons, il y avait un problème avec Verstappen, admettons qu'il y aurait eu un pépin, un souci X, ben, tu te dis, ben, peut-être que dans la deuxième Red Bull, on pourrait essayer de faire quelque chose, on pourrait essayer d'aller atteindre le top 10. Mais non, c'est Non? même pas ça. Tsunoda est carrément à la ramasse. Puis comme je te mentionnais tantôt, on essaie d'y trouver des responsabilités ou de le rendre utile. On s'est dit, ah, Mhm. on savait qu'on s'était complètement trompé sur nos réglages le vendredi. Donc, pendant la sprint de samedi, on dit, on va faire des tests, on va l'utiliser comme cobaye, on va le sacrifier, on va changer les réglages sur sa voiture, puis on va prendre. Puis là, ce qu'il a donné, il a probablement faussé la donnée ou la lecture qu'on s'est fait du côté de Red Bull. Donc, même là, quand on essaie de mettre son expertise à contribution de l'équipe, ben, il n'est pas capable nécessairement de répondre. Donc, pour moi, je le dis encore une fois, parce que ça fait longtemps qu'on le dit, c'est terminé pour Yuki Mhm. Tsunoda, du moins chez Red Bull. En F1, ben, j'avais espoir que peut-être une écurie comme Alpine irait lui donner une chance parce que je peux pas croire que c'est complètement fini, mais pour l'instant, c'est ce qu'il nous montre, puis il est pas en train de. Donc, il répare pas ça là, avec des performances comme il a fait au cours du week-end. Mhm. Je dis, j'ai pas de misère à dire si Gabriel Bortolotto avait été dans cette qualification-là, je suis persuadé qu'il aurait été devant Yuki Tsunoda. Et c'est ce qui conclut notre journée de samedi, Kevin. Maintenant, on va passer au Grand Prix qui avait lieu dimanche à Sao Paulo. Eh bien oui, c'est dimanche au Brésil qu'avait lieu la 21e manche du championnat 2025 de Formule 1. On le dit depuis le début de l'épisode, c'est un endroit fait pour la course automobile. C'est un temple de la course, on pourrait le dire comme ça même. Ça fait quand même longtemps qu'on va là. Il y a tellement d'histoires. On nous a habitués même par le passé. C'est là qu'on terminait les saisons. On avait des courses au championnat. Du jour au lendemain, s'il fallait passer le vote de Kevin Fontaine et le vote de Martin Simon et probablement le vote de tout le monde de l'équipe du F1 Podcast serait de dire on ramène les fins de championnat du côté du Brésil. Parce que imagine aujourd'hui, là, ou au cours de la fin de semaine, si c'était là que tout s'est joué, bien sûr, Lando Norris en serait sorti vainqueur, mais tout le spectacle qu'on aurait eu alentour de ça, ben du moins. Encore là, la bonne nouvelle, c'est qu'il en reste encore des courses, donc ça va être intéressant, on se plaindra pas de ça. Mais ça n'a pas déçu, ça n'a pas déçu du début à la fin. On s'attendait peut-être à de la pluie, finalement on l'a pas eu, mais Mhm. quand même, ça a été tout un Grand Prix. Ceux qui avancent que ça a été le meilleur Grand Prix de la saison, es-tu d'accord avec ça? Comme je dis, moi, je suis pas prêt à mettre ça en doute, mais je pense que c'était, du moins, c'est un des trois meilleurs qu'on a eu de la saison, si c'est pas le meilleur. Là. C'est un des très bons Grands Prix, oui. Est-ce que c'est le meilleur? Je suis pas nécessairement en accord, mais c'est un des très bons. Mhm. Pour moi, c'est dans mon top 5 de la saison. Oui, oui, oui. Non, non, Facilement. ça a été très, très bon. Du début à la fin, écoute, il y avait de tout. Là. Quand on regarde, je sais même pas par où commencer tellement qu'il y a eu de tout, mais quand on va commencer à tout seigneur, tout honneur, Lando Norris, qui a Mhm. fait un sans faute tout au long du week-end. Vraiment, vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à accomplir. Euh, qui réussit à prendre une sérieuse option sur le championnat. Il se présente avec seulement un point d'avance. On le dit lors des week-end sprints, le maximum que vous pouvez aller chercher, c'est 33. Il est allé chercher le 33 points. Donc, pour lui, il vient un peu rattraper son week-end à Austin avec l'accrochage avec Piastri. Prend de l'avance sur son coéquipier, prend de l'avance sur Max Verstappen. Il n'a pas cassé Lando Norris. Il Mhm. aurait pu. Il nous a habitués par le passé capable de le faire, mais il a pas cassé. Il a répondu aux attentes. Il a répondu aux attentes avec sa 11e victoire en carrière, Lando Norris, qui est maintenant l'équivalent d'un certain Jacques Villeneuve. Donc, bravo à Norris. Et je t'avais dit, Martin, constance. La Mhm. constance. Continuer dans la même
dynamique, continuer dans le même état d'esprit. Et c'est ce que Norris a fait. Je m'attendais à voir, surtout en arrière de lui, un Andrea Kimi Antonelli très agressif qui ne lui Hum? laisserait pas d'espace, il ne le laisserait pas respirer. Norris a réussi à garder la tête hors de l'eau, il a réussi à garder son sang-froid, il n'a pas flanché, il a fait tout à la perfection. Moi, Martin, quand je vois ça, je me dis, est-ce que Norris est. Je ne pourrais pas dire s'il est rentré dans une nouvelle dimension, mais quand on voit les courses qu'il a alignées, oui, il a une superbe voiture, ça, tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est comment il a réussi à le faire, c'est comment il a réussi à mettre ça sur la piste et, et à mettre ça en résultat, à apporter ça en résultat. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce que les champions du monde sont capables de faire. Mais là, c'est pas de le faire sur une fois ou deux, c'est de le faire sur l'ensemble d'une saison et surtout à la fin d'un championnat où là, c'est encore plus important par rapport à tes rivaux, c'est de continuer dans cette dynamique-là. Et là, Lando Norris, comme tu as mentionné, il a pris une belle option sur le championnat. Il va rester Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. Donc, pour le moment, Lando Norris, il a dit, je ne pense pas au championnat, mais on s'entend qu'il s'est facilité la tâche aujourd'hui. D'aller chercher une septième victoire, il égalise Oscar Piastri, puis ça donne le bris d'égalité en son côté, parce que on le sait, si on termine avec égalité au classement, ben on va se tourner vers les victoires. Donc, il se devait Mhm. de rattraper de rattraper son coéquipier au chapitre des victoires. Il l'a fait ce week-end. Quand on dit justement le portrait d'un champion du monde, j'ai été très critique avec lui par le passé que pour moi, Lando Norris ne représente pas l'image que j'ai, la perception d'un champion du monde. Ça commence à y ressembler. Je suis pas prêt encore à dire que là, il est de la trempe des grands du sport, sauf que on n'a jamais mis en doute le talent de Lando Norris. C'est que des fois, il nous habituait à des petites niaiseries, là, comme rater un départ, prendre la mauvaise décision. Là encore là, très bon départ pendant la course, saisit l'opportunité, bon temps de réaction, réussit. Ben, réussit à être compétitif, réussit à bâtir des avances, réussit à pas faire d'erreurs. Des fois, on l'habitue. Tu sais, les limites de la piste, une roue à l'extérieur, Mhm. une roue dans le gazon. Là, vraiment, ça a été un sans faute, encore une fois. Un sans faute au Mexique, un sans faute au Brésil. Donc, chapeau à Lando Norris. Belle option sur le championnat. Tu nommais les courses qui s'en viennent. Il y a deux courses là-dedans qu'on peut identifier facilement comme des courses McLaren. Des endroits où ce que les caractéristiques du circuit vont bien se prêter à la voiture orange papaye. Si on encercle le Qatar, devrait être un Mhm. endroit comme ça. Ensuite, Abu Dhabi, là où ce qu'on avait concrétisé ou sécurisé le championnat Ouais. constructeur au dernier Grand Prix de l'année, la Mhm. saison dernière. Du côté de Las Vegas, normalement, sur papier, on attend les McLaren là-bas, mais c'est pas ça qui est arrivé par le passé. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est la grande vitesse, la banque de virages qui se prête bien à la voiture? Donc, tout ça, peut-être qu'on a réussi à remédier à ça du côté d'Andrea Stella, c'est ce qu'on mentionne, mais on l'a pas vu encore, donc on peut pas avancer ça. Mais on sait que normalement, sur deux des trois dernières courses, on devrait être en terre, en terrain où ce que McLaren pourrait se faire justice. Donc Lando Norris, là, vraiment, moi je trouve qu'il s'enlève de la pression aussi. Ça fait drôle à dire, mais de se donner cette petite. Parce qu'on sait que des fois, il répond un peu mal à la pression, Lando. Mais là, en prenant cette option-là, en montant son niveau de points, il s'enlève justement du poids sur les épaules et il risque de mieux répondre d'ici la fin de la saison. Donc, ça va être intéressant de suivre ce qui va arriver avec lui. J'ai envie de parler tout de suite de Kimi Antonelli, qui fait son meilleur week-end en carrière depuis son début. Puis c'est normal, on s'en va, il continue d'apprendre, on s'en va vers la fin de la saison. Bientôt, on va pouvoir dire qu'il aura une saison en dessous de la cravate. Donc, fait bien Antonelli. Par contre, le contact a fait beaucoup parler. On parle du contact entre lui et Oscar Piastri, mais aussi celui qui a pris le gros du coup, c'est Charles Leclerc qui a mis fin à sa course. Ça a été un abandon à cause de ça. Qu'as-tu pensé de ce contact-là? Parce qu'il y a plusieurs versions, puis c'est normal, lorsque tu as trois voitures qui rentrent une dans l'autre, ben à ce moment-là, c'est sûr que tout le monde peut voir ça un peu différemment, là. Et c'est sûr qu'à ce virage-là, Martin, c'est tentant. C'est Oui. tentant d'aller plonger à l'intérieur et de tenter une manœuvre. Et Oscar Piastri, il se devait d'essayer quelque chose. Il se devait, il ne voulait pas laisser partir l'anneau de Norris. Du côté de Charles Leclerc, il a dit, Antonelli n'a pas laissé suffisamment de place à Piastri. Mhm. Oui, c'est vrai, mais en même temps, Piastri a bloqué la roue. Il est arrivé avec beaucoup de vitesse. Je pense que c'était un peu.
je dirais pas maladroit, mais Piastri se devait de prendre une décision. Il est allé plein gaz, euh, peut-être un peu mal contrôlé. Malheureusement, on sait que les répercussions se payent cash dans un incident à trois et c'est Leclerc qui a payé les pots cassés. Et bon, malheureusement, Piastri a eu une sanction de 10 secondes de pénalité. Je trouve qu'Antonelli aurait peut-être pu laisser un petit peu plus de place. Il y avait de la place à droite, Antonelli. Ça, il y en avait. Mais Piastri est arrivé quand même assez rapidement et tout. Donc, j'ai tendance à dire d'une certaine manière, Martin, que Piastri est un peu responsable de son malheur aussi. Mais Antonelli aurait pu laisser un petit peu de place. Mais ça va avec ce que je mentionnais, qu'il se devait de faire du rattrapage, puis là, on doit prendre des risques. Puis à ce moment-là, ben, ça fait un peu comme à Azerbaïdjan, il arrive ce qui arrive, des accidents. Je pense que si la situation se représenterait à lui, il ferait probablement la même chose, d'aller à Oh, oui. l'intérieur. Il a vu l'ouverture. Euh, Antonelli a vu que Piastri avait vu cette ouverture-là, donc s'est rabattu vers sa gauche pour essayer de fermer la porte. J'ai eu beaucoup de messages là-dessus. Il y en a qui sont d'accord avec la pénalité, il y en a qui ne le sont pas. Moi, je peux pas tomber sur la tête de la FIA avec cette décision-là pour une raison bien simple, c'est on demande transparence, mais on demande aussi constance. C'est un mot qu'on dit beaucoup depuis le début du Mhm. podcast. Ça va pour les pilotes, mais ça va aussi pour la Fédération internationale de l'automobile. Ce qu'on nous a habitué, là, le guide de conduite que les pilotes ont adhéré, les 20 pilotes ont signé ça l'année dernière. Tu te rappelles dans une rencontre un peu après ce que Verstappen faisait justement contre Norris ou contre Russell. George était à l'avant de la parade là-dedans, mais on s'est entendu que on devait avoir l'essieu avant égal à l'autre voiture pour avoir droit à de l'espace, pour avoir le droit d'être respecté. Sinon, techniquement, Antonelli n'avait pas besoin de donner de l'espace à Oscar Piastri. Comme tu dis, il aurait pu le faire, sauf que le livre de règlement ne l'oblige pas. Donc, du côté d'Antonelli, bien sûr, il voit, il décide de fermer la porte. Puis Piastri, bien, ce qui l'aide pas, c'est que non seulement son essieu ne lui permet pas nécessairement de tenter le dépassement, il n'a pas droit à cet espace-là, il n'a pas mérité le point de corde. Même chose si, pour les gens aussi, si l'essieu, des fois, c'est plus compliqué, mais on peut regarder les miroirs. Ça, je trouve que moi, ça porte plus à confusion parce qu'on pourrait décider de mettre les miroirs un petit peu plus avancés sur la voiture ou des choses comme ça pour gagner un avantage, mais du moins. Tout ça pour dire, si on regarde, Oscar Piastri n'avait pas nécessairement le droit d'être là. Et ce qui ajoute à ça, c'est que, comme tu dis, roue barrée, donc qu'il n'est plus en contrôle de sa voiture, il est comme un passager. Bien sûr, la roue, je pense qu'elle devient barrée parce qu'il voit qu'il se fait fermer le chemin, donc il saute sur les freins. Mais tout ça, quand on met ça ensemble, n'a pas le droit nécessairement à cet espace-là, n'est pas complètement en contrôle de la voiture. Normalement, c'est tous des points qui vont dans le sens d'avoir une pénalité. Donc, c'est pour ça que je suis pas fâché qu'il y en a eu une. Si on n'avait pas donné de pénalité, ben là, à ce moment-là, j'aurais pas eu le choix de dire qu'il y a un certain manque de constance, puis que c'est compliqué à savoir pourquoi qu'on l'a pas donné, puisqu'il n'était pas égal à la voiture d'Antonelli. Mais je comprends aussi, très valable, des gens qui disent ah ben c'est un incident de course. C'est vrai. Si ça avait été au premier tour, ça aurait probablement été un incident de course, mais ça ne Mhm. l'était pas. Même si c'était une relance, mais à ce moment-là, quand même, on doit quand même faire attention à ce moment-là. Ce virage-là, on l'a parlé vendredi avec François, à quel point c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs trajectoires. Tu peux prendre des drôles de décisions qui peuvent causer ta perte. Puis ce qu'on voit pas à la télévision, c'est que la hauteur là, dans le haut du virage, là, les S jusqu'au bas, c'est l'équivalent d'un édifice de 10 étages. Donc, c'est sûr que ce dénivelé-là, les pilotes le ressentent. Et lorsqu'on veut descendre, on arrive avec beaucoup de vitesse. Tu veux sauter sur les freins, mais ça freine pas si facilement que ça parce que tu es carrément en train de descendre une côte. C'est ce qu'on a vu un peu là. C'est pour ça que c'est un, on dit là, c'est pas simple comme virage. Donc ça peut paraître à la télévision, mais c'est pour ça que ça donne souvent droit à des super batailles et à des situations comme ça. Surtout lorsqu'on est trois de large en F1, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Hein. À la grosseur des monoplaces d'aujourd'hui là, plus Mhm. souvent qu'autrement, lorsque vous êtes trois de large, ben ça passera pas. Puis il y a quelqu'un qui va perdre une roue, puis c'est ce qui est arrivé. Puis c'est Charles Leclerc qui a payé la note. C'était pas un grand week-end pour Ferrari, mais là avec la qualification qu'il avait connue. Il était à l'avant, il se battait avec les autres. Malheureusement, ça a pris fin. Ça a pris fin. C'est pas chanceux, hein? L'année dernière aussi, son Grand Prix au Brésil s'était terminé avant même de commencer. Ouais. Alors là, vraiment, c'était la catastrophe là,
pour Ou Charles Ferrari même, Leclerc. on pourrait dire, parce que Ben oui, ben oui. ça n'a pas été guère mieux du côté de Lewis Hamilton. Ça s'est pas amélioré. Là. Si on disait qu'il y avait eu de la difficulté dans les qualifications dans la journée de samedi, bien Lewis Hamilton a dû se retirer avant la fin de l'épreuve. Contact avec, je pense, que c'est à l'arrière de Franco Colapinto. On lui a Oui. même donné une pénalité. Même on lui a fait servir. On a tout réglé ça, là, pas traîner ça dans le week-end prochain. Mais non, c'est un week-end à oublier du côté de Ferrari. On est dans une course au championnat des constructeurs. On se retrouve avec deux voitures qui récoltent 0 points lors du Grand Prix. Donc, c'est vraiment, vraiment le pire scénario possible pour l'écurie italienne. C'est le pire scénario, Martin, et surtout que tu récoltes, on prend en considération le week-end sprint, tu récoltes 6 points. Mhm. C'est vraiment très maigre. Et quand on regarde ce qu'a accumulé Mercedes qui fait presque un carton plein quand on va réussir à récolter 43 points, façon de parler, et Red Bull qui passe devant Ferrari. Non, Ça, non, Martin, je peux te dire, je m'en attendais pas, mais pas du tout. Au début de la saison, on me dit Red Bull va être devant Ferrari. Oh, oh, OK. ben, Kevin, est-ce que c'est Red Bull qui passe devant Ferrari ou Max Verstappen qui passe devant Ferrari? Je pense qu'on va y aller avec Max Verstappen. Je pense que c'est plus à point de dire ça parce que quand je regarde là, Yuki Tsunoda qui termine dernier, malheureusement, c'est pas tout de sa faute, a eu une pénalité de 10 secondes pour un contact, puis on l'a mal servi. On a pris le blâme du côté de Laurent Mekies, mais quand même, non, non, mais je plaisante avec ça, mais quand même, je pense que quand on regarde, c'est vraiment le travail d'un seul pilote présentement depuis le début de l'écurie, depuis le début de la saison, et de voir qu'on est capable de se positionner devant Ferrari qui était prétendant au titre il y a quelques mois à peine. Jusqu'au dernier Grand Prix de la saison, on était dans la course pour battre McLaren. Et cette année, on a peine à terminer les Grands Prix. C'est un cauchemar vraiment pour les tifosi, puis un cauchemar pour n'importe quel employé Ferrari à l'usine présentement. D'après moi, il y a bien du sommeil qui se perd présentement là, dans les bureaux de la Scuderia. Si ça allait mal du côté de Ferrari, puis on dit qu'il y en a qui perdent du sommeil, puis que ça va mal, ben, du côté de Red Bull, on n'a sûrement pas bien dormi dans la nuit de samedi à dimanche. Même chose pour Max Verstappen, parce que son championnat, les espoirs de championnat commencent à être très, très minces. Puis en plus, lorsque tu t'élances de la 16e position, c'est vraiment pas l'idéal. Qu'un de tes rivals est premier, ça ajoute à tout ce qui va mal. Puis Mhm. là, on a pris la décision qu'on devait prendre, selon moi. Je t'explique pourquoi, Kevin. Un, on change le moteur. Automatiquement, on est relégué à partir de la ligne des puits. On peut changer les configurations de la voiture parce que ouais, c'est dur à dire, c'est dur à croire qu'on aurait pu faire pire que qu'est-ce qu'on avait. Donc, c'est sûr qu'on pouvait lui donner une voiture plus compétitive. Puis en plus, grâce à la configuration du circuit, ça permet d'éviter la première chicane, là, les deux premiers virages, OK, qui font en sorte que normalement, il y a beaucoup d'accrochages. On vient d'en parler là, avec Antonelli, Piastri, Leclerc. Ben là, à cause que tu t'élances dans la ligne des puits, ben tout ce beau monde-là vont partir, vont s'élancer, puis là, toi, tu vas suivre en arrière d'eux. La seule chose que Max Verstappen avait besoin, c'est d'une voiture de sécurité dans les premiers tours pour venir resserrer le peloton. Et puis, ça, c'est arrivé. La seule malchance qu'il y a eu, c'est la crevaison. Ça, il aurait pu s'en passer, mais ça lui a quand même permis de se débarrasser des gommes dures. Tout ça pour dire, faire une histoire courte, c'est que s'il a perdu du sommeil, puis que l'écurie a perdu du sommeil, on s'attendait pas au 20e tour de le voir revenir dans l'équation pour un possible podium. Puis on s'attendait encore moins qu'à la mi-épreuve, il soit celui qui mène la course. En tout cas, je sais que l'année dernière, il est parti de 17e, puis il a remonté, c'était spectaculaire, puis toutes ces choses-là, sauf qu'il n'y avait pas de pluie. Là, fallait vraiment, vraiment que il fasse toute une performance. Puis oui, il s'était lancé la ligne des pluies. Après ça, oui, il y a eu la voiture de sécurité qui lui a donné le coup de main. Sauf qu'après ça, tu as la crevaison qui vient comme niveler, qui vient pratiquement dire, ah, c'est peut-être terminé. Mais là, on réussit à prendre la bonne décision. On l'envoie en médium. On lui fait faire quand même un long. On vient dépareiller sur les autres arrêts, puis on réussit à lui faire faire quand même un long relais là-dessus. En tout cas, si c'est pas dans les bonnes performances que Max Verstappen a fait dans sa carrière, c'est pas loin. En tout cas, je sais qu'il commence à lui multiplier, donc c'est pas évident de dire si c'est du top 5, top 3, top 10 dans ses meilleures courses parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va là, ça va dans les meilleurs grands prix de sa carrière. Écoute, Martin, je pense que Max Verstappen a peut-être pris un grand Red Bull avant de débuter Oui, la course. Mais, j'en ai vu aujourd'hui au magasin, tu sais, les plus gros, là, pas ouais, ouais. vraiment, vraiment c'est ça qu'il a pris, là, un thermos de Red Bull, là.
un thermos et il s'en est merveilleusement bien sorti. Même son ingénieur, M. Giampiero Lambiase, il a dit Mac, je pensais peut-être pas te dire ça, mais tu fais une l'épreuve. Ah, c'est pas mauvais. Ça, c'est Ah, mais la non, fameuse mais non. communication, Ah oui. la fameuse communication entre Lambiase et Verstappen, toujours à l'écharpe. Mais vraiment, écoute, Verstappen, c'est digne des plus grands. C'est digne des plus grands. Toujours capable de surmonter les aléas, toujours capable de pouvoir tenter un dépassement bien calculé, une stratégie bien menée, contrôler ses gommes, les faire durer le maximum de temps possible. C'est toute une gestion, Martin, incroyablement difficile. Mais quand tu es un quadruple champion du monde, on dirait que c'est de l'art. Moi, j'appelle ça de l'art. Et des pilotes qui sont partis de la ligne des puits et qui ont réussi à remonter sur le podium, j'en ai recensé trois. Donc là, on parle de Verstappen, il y a Lewis Hamilton qui a réussi à le faire et Sébastien Vettel. Et là, on est quand même dans des grands champions de l'histoire de la Formule 1. Donc, Verstappen réussit à réécrire l'histoire avec ce podium-là. Failli terminer deuxième. Il en manquait pas gros là, parce que ça aurait pu se faire avec Antonelli, quoique la gestion de gomme, ça aurait peut-être été un petit peu délicat, mais Verstappen n'a pas rougé de sa performance là. C'est sûr que pour les espoirs de titre, ça commence à peser un petit peu là, avec la victoire de Norris par rapport à Verstappen qui termine troisième, mais quand même, il a sorti très fort dans l'épreuve, Max Verstappen. Ah, t'es terminé sur le podium, troisième, le nombre de dépassements qu'il a dû faire. En plus, le nombre d'arrêts aussi, parce que c'est sûr que Trois l'arrêt de arrêts. 11 secondes, ça l'a aidé, mais quand même, trois arrêts, on voit pas ça souvent. Après ça, ben, on décide de lancer, d'aller en gomme tendre pour rattraper beaucoup, comme tu dis, ah, moi, j'ai des gens qui viennent me dire que Max Verstappen n'est pas le meilleur pilote au monde présentement. J'ai énormément de difficultés. En tout cas, j'ai du mal à prendre une certaine crédibilité à des gens qui pensent ça. Toute opinion est bonne. Je ne veux pas penser on a tous les réponses, sauf que comment c'est si tu es un fan de Formule 1, comment tu peux pas être impressionné par un week-end de course comme ça? Le spectacle qu'il nous donne aussi. Ça a été, Mhm, tu sais, oui. en grosse partie, pourquoi ça a été une des meilleures courses de la saison. Mais c'est cette remontée-là qui était impressionnante. Bien sûr, il y a eu tout plein d'autres choses aussi qui sont venues agrémenter le spectacle. Mais comment tu peux pas être et avoir les yeux tout grands ouverts devant un spectacle comme ça? Les temps. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu un gars, oui, il est dans une course au titre, mais je me rappelle pas avoir vu quelqu'un s'élancer de la ligne des puits qu'il y a eu autant de temps de télévision dans une course. Parce que on Ouais, le voyait ça en fait. j'ai l'impression que, tu sais, quand on peut choisir là, avec différents réglages sur F1 TV, puis Mhm. de choisir d'avoir juste la vue d'un pilote. À certains moments, on avait l'impression qu'on regardait la course à bord de la voiture de Max Verstappen parce qu'on le voyait constamment. Puis même quand la production télé décidait d'aller ailleurs, parce que bien sûr, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, puis on gardait toujours dans le coin, on nous mettait Max Verstappen dans le coin visible pour savoir qu'est-ce qui se passait parce qu'on le voyait compléter des dépassements, faire des remontées. Puis tu sais, il y a Mhm. bien sûr, il y a des gens qui vont toujours essayer de trouver des choses. Ils vont dire, ah, ben, il y a eu de l'aide, il y a eu des contacts, il y a eu des, ouais, mais lui, il y a eu une crevaison. Fait qu'il a fallu qu'il repasse à ça. Puis il a dépassé des voitures deux fois. En tout cas, ça a été très, 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 très impressionnant. Comme je te dis, à un moment donné, il va peut-être falloir le faire un palmarès des meilleures performances de Max Verstappen. Ça va être dur à faire, tellement. Puis oui, OK, c'est un pilote qui, ça fait longtemps qu'il est là parce qu'il a commencé à 18 ans. Mais c'est quand même un gars qui a simplement 28 ans. Puis comme je te dis, on pourrait essayer de faire un top 20 des meilleures performances, puis on aurait probablement des discussions à avoir parce qu'il y en a tellement déjà des exploits comme ça, des affaires qu'on semble impossibles. Tu savais le nombre de commentaires que j'ai lus sur les réseaux hier qui mettaient Max Verstappen fini, oublie ça, il n'y a pas de pluie, ils ne remonteront pas. Puis je suis parfaitement d'accord avec ce que le monde disait, sauf que me gardais une petite gêne, moi, parce que je me disais, c'est Max Verstappen. S'il y en a un qui Oui, peut faire de c'est la ça. magie, mais même, tu sais, même lui, il disait, puis c'est un gars qui manque pas de confiance en lui. Il dit, ah, aujourd'hui, ben, tu sais, il a même parlé, je pense que c'était à Ted Kravitz de Sky Sport, ah, podium, oublie ça, tu sais, quasiment. Finalement, il est sur le podium. Il aurait pu terminer deuxième. Puis de mémoire, là, j'ai vu ça passer. Je pense que le dernier qui était parti de la ligne des puits, qui avait réussi à terminer deuxième, c'est Alain Prost. Ça fait longtemps, là, Alain Prost qui est à la retraite, là. Donc, quand même, là, de réussir à faire ça. Moi, c'est dans les grandes performances de Max Verstappen. Puis, je sais pas à quel point, mais ça a quasi. Je me demande si c'est pas meilleur que son grand. J'aurais jamais pensé dire ça, mais que c'était pas meilleur même que sa performance de 2024.
Ben écoute, Martin, moi, il y a une performance parce qu'on reste au Brésil. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Ah oui, mais le, en le 2006, dérapage. oui, oui, ça en 2016, mais en Ouais. 2006, Michael Schumacher Mhm, avait subi une crevaison dans les premiers tours. Il était reparti au fond du classement et il avait terminé quatrième. mhm. Il avait fait une course d'anthologie. Il n'avait pas gagné le championnat cette année-là, mais quand même, ça prouve, quand on regarde des performances comme ça, Martin, c'est des performances dignes des plus grands du sport automobile. Et écoute, ça là-dessus, j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi. Quand tu regardes les exploits comme ça, tu ne peux pas mettre et sans blâmer, sans dire du mal d'un autre pilote, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais je pense pas que Franco Colapinto ferait la même chose que Max Verstappen. Non, non, pour vrai, je sais pas qui sur le peloton pourrait faire ça. J'exclus même Lewis Hamilton. Je sais pas qui d'autre aurait pu faire ça. La ténacité, les dépassements, puis tout est calculé. Il savait qu'il fallait qu'il en dépasse un à tous les tours. Il fallait qu'il s'en prenne un à tous les tours pour être capable, justement, parce que c'est le trafic qui fait mal. Parce que de la manière que c'est placé, après un tour, il se retrouvait déjà à plus d'un arrêt au puits derrière le meneur. Les écarts se créent très vite. Oui, il y a eu les voitures de sécurité qui aident. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quand même, tu perds du temps derrière des voitures. Tu perds du temps dans le trafic. Il faut que tu les dépasses. Puis j'aime beaucoup ta comparaison avec Michael Schumacher, mais je dois mettre un bémol. On est à un air où qu'on n'arrête pas de dire parité. La parité Oui. est beaucoup plus grande que dans le passé. Donc, d'être capable de faire des remontées, c'est pour ça que plusieurs pensaient que c'était infaisable parce qu'on se dit, ah non, regardez les écarts dans les qualifications, regardez comment les voitures sont prêtes. C'est impossible là, d'être capable de dépasser ça. Si tu pars trop loin, puis c'est pas une fusée, la Red Bull. Oui, on a mis un nouveau moteur, puis tu peux aller chercher un dixième ou quelques dixièmes à cause de ça, mais quand même pas de pluie, pas comme je dis, trois arrêts en plus. C'est pas comme si on a décidé de faire ouais, mais on a fait un arrêt puis on en a profité. Il s'est arrêté autant que les autres. En tout cas, vraiment, vraiment, Max Verstappen, on manque de mots pour décrire ce qu'il fait. C'est ça. Puis en tout cas, le spectacle qu'on a eu droit, dans cette course-là, grâce à lui, puis grâce aux autres aussi, mais grâce à lui, ça a été phénoménal. Puis Kimi Antonelli, de résister justement à un gars comme ça, un quadruple champion du monde, qui t'en met plein les rétroviseurs en fin d'épreuve. T'es à ta première saison en F1. T'es en train de sécuriser ton meilleur résultat en carrière en terminant deuxième. Tu dois défendre cette position-là en fin de course. Ça faisait longtemps là, qu'il voyait Verstappen se rapprocher. Là. La Red Bull était toute petite dans ses rétroviseurs, puis à la fin, elle était très, très grosse. Là. Il la voyait en grandeur nature. Mais Ouais. d'avoir réussi à résister, ça aussi, il faut souligner ça de la part d'Antonelli, qui est tout un talent, qui, selon toi, au début de la saison, serait la recrue de l'année. Puis avec des résultats comme ça, si on prend simplement ça en considération, puis certains vont dire, ah, ben, il y a la meilleure voiture de toutes les recrues. Oui, mais il y a probablement plus de pression que toutes les recrues. Puis en réussissant à signer un deuxième podium cette année, c'est quelque chose de la part de Kimi Antonelli. Je me rappelle, tu avais une prédiction. T'avais-tu une prédiction d'une victoire ou d'au moins c'était une victoire, hein? Mais ça pourrait arriver. On sait jamais, mais quand même, deuxième, c'est le plus près possible d'avoir gagné l'épreuve. Là. Si je me souviens, je pense que j'avais dit un podium. Un Si je podium, me bon, souviens, ben, c'est j'avais dit déjà un podium. réglé. C'est déjà réglé Bon, depuis Montréal, ça, ouais. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Euh, Ça, c'est réglé. Mais effectivement, Martin, quand on regarde un jeune homme comme ça, comme Kimi Antonelli, et tu vois, il y a des voitures qui sont iconiques, si je peux dire, comme la Red Bull de Verstappen, comme la McLaren de Senna, comme la Ferrari de Schumacher, comme la Mercedes d'Hamilton. Quand tu vois ces voitures-là en arrière de toi et tu sais qui est à bord, tu commences à ah ouais. avoir des doutes. Tu commences à avoir des doutes et là, tu dis, OK, là, il ne faut pas que je fasse d'erreur, il faut que je prenne ce virage-là comme il faut. Là, il faut que je dose bien mon freinage, il faut qu'après ça, je réaccélère de la bonne façon et tout. Et c'est là que c'est facile de faire une erreur, surtout quand tu es un jeune pilote. Puis il Et l'a fait Antonelli, l'erreur. Il l'a fait oui, l'erreur, mais il a réussi à résister, puis il l'a fait au bon moment parce qu'il l'a fait au dernier tour. Mais tu sais, encore là, c'est une erreur. Il y a eu une mauvaise relance à un virage, oui. mais quand même, comme tu dis, c'est ça, c'est cette pression-là, il est capable de la gérer jusqu'au fil d'arrivée. C'est incroyable de la part d'Antonelli, là. Et c'est de bien récupérer aussi. Mhm. Si tu fais une erreur, c'est d'être capable de C'est la ça. récupérer, de ne pas laisser ton rival, surtout quand on parle d'un quadruple champion du monde, qui lui va sauter sur l'occasion pour te dépasser le plus rapidement possible, c'est réussir à bien contrôler la situation et à reprendre tes moyens, à te remettre tout de suite en confiance. Et Antonelli, il m'a impressionné ce week-end. C'est la première fois, si je ne me trompe pas, qu'il est sur ce circuit-là à Interlagos et il est rapide d'emblée.
Oui. Donc, pour moi, c'est un gros bravo à Kimi Antonelli pour sa performance au Grand Prix de Sao Paulo. Il a vraiment démontré de quel bois il se chauffe. C'est vraiment un très bon jeune pilote qu'on a entre les mains. Oui, il a eu des creux de vague cette saison. Ça n'a pas été facile et tout. Mais lorsqu'on le voit dans un bon contexte, Martin, je pense que c'est une belle étoile qu'on voit naître là, sous nos yeux. Ils viennent pas d'envoyer un message à son coéquipier George Russell aussi de dire Oui, je redresse pense tes que oui. manches, ouais, redresse tes manches pour l'année prochaine ou du moins même pour la fin de saison parce que t'auras peut-être pas toujours le champ libre comme ça. Puis je pense que Russell est capable de répondre, capable de se défendre aussi. Mais c'est quand même un message clair de dire le gars, il commence à prendre son expérience, prendre ses aises, puis comprendre. Puis tu sais, encore là, on le sait, hein, ça peut être une catastrophe le prochain week-end de course à Vegas, c'est comme ça les Mhm. recrues. Mais quand même, ces petites étincelles-là. Puis moi, ce que je note là, le plus, c'est que c'est la première fois. Rappelle-toi Miami, une bonne sprint, une bonne qualification en sprint, signe la Mhm. pole. La sprint après ça, contact, accrochage. Tu sais, ça n'a pas été le week-end parfait après ça. Montréal, ça n'avait pas été super bien au départ. Finalement, bonne course, tout ça, réussi à saisir ses opportunités, s'en va sur le podium. Réussi. Mais tu sais, on a eu des week-ends comme ça où que tous les morceaux ne se collaient pas nécessairement ensemble. Là, du début, j'ai envie de dire du début à la fin, euh, tout a bien fonctionné. Là, il s'est comporté comme un vétéran qui est capable de mettre ensemble un week-end de course complet. Oui, effectivement. Et quand on regarde ça, Martin, c'est mine de rien, ça fait deux grands prix qu'il termine devant Russell. Pour C'est la ça. confiance d'un jeune pilote, Puis c'est bon. le message qu'on Oui, envoie, c'est ça. oui. Puis là, est-ce qu'il a Donc, oui. dépassé, il a dépassé la saison en points de Oscar Piastri, hein? Parce que Oscar Piastri Euh, avait récolté quoi, 97 sept, points, 97 ouais, points? C'est ça, puis là, de ouais. mémoire, il est pas loin de là. J'aime pas la comparative, par exemple, qu'on dit, ah, il pourrait battre le record de plus de points pour une recrue de Lewis Hamilton. Tu sais, on dit des fois, j'aime pas ces comparaisons-là parce que c'est un peu boiteux parce qu'il y avait pas de sprint, il y avait pas de... C'est ça, je trouve. Mais si on veut vraiment Il y a plus de points aujourd'hui qu'à l'époque aussi, ouais. c'est ça, je trouve que le meilleur comparatif, tu sais, j'ai vu les gens le faire avec il va dépasser Hamilton ou je sais pas s'il le fait, mais Mhm. je trouve que le meilleur comparatif, c'est Mhm. Piastri. Parce que c'est lui qui le fait à la même ère, dans les mêmes configurations, le même nombre de points des courses sprint. C'est plus semblable de dire, ben là, Oscar Piastri qui a connu toute une saison en Formule 1, le seul bémol qu'on peut mettre, c'est que peut-être que la McLaren était peut-être pas aussi bonne que ce que, mais c'est quand même semblable, je trouve. En tout cas, je pense que c'est la meilleure comparaison qu'on peut faire, mais si on dit toutes les Mhm. comparaisons ont leur petit problème là, à faire, mais quand même, lorsqu'on regarde ce que Piastri a su faire, puis où ce que Piastri est rendu aujourd'hui dans sa carrière après une saison recrue où il avait récolté 97 points. Donc, chapeau à Kimi Antonelli. Pour moi, le pilote du jour, je vais le donner tout de suite. Il aurait pu en avoir plusieurs. Bon, pour moi, j'ai pas le choix de le donner à Max Verstappen. J'en parle depuis le début. Une remontée comme ça, c'est pratiquement historique. Ça a été tout un spectacle à animer. Donc, pour moi, mon pilote du jour, ça a été Max Verstappen. Et j'ai comme l'impression qu'on ne chicanera pas là-dessus. Non, on ne se chicanera pas là-dessus. Et Martin, veux-tu savoir, parce que j'aime ça, les statistiques et tout, Oui, oui, oui. est-ce que tu sais maintenant, la différence de points entre Lewis Hamilton et Kimi Antonelli? Au classement présentement, là. Pilote, ouais, Ouais, ben, je pourrais le voir, mais ça doit être rendu. Puis c'est pourtant, il y avait un bon. 26 points. Oh, wow. Hey, 26 points. un bon écart. Il y avait un bon écart dans les dernières semaines. Ben oui. Parce que même à un moment donné, je surveillais ça, voir les comparaisons, ce qu'ils peuvent se rattraper, puis c'était pas prêt encore. Mais là, c'est quelque chose à vérifier dans les derniers. S'il faut qu'Antonelli termine à sa première saison devant Lewis Hamilton, le coup que ça va donner à Lewis, mais le sourire que ça va donner à Toto Wolff de dire on l'a pris la bonne décision Mhm. de donner la Mhm. chance aux jeunes, puis on a pris la bonne décision de pas vouloir se commettre à long terme avec Lewis Hamilton, parce que ce qui nous montre chez Ferrari, de dire, quand on le passe, c'est ça, hein, le début de la chicane, on va se le dire, là, s'il y en a vraiment eu une, mais ce qui a fait en sorte, oui, les performances, mais le fait qu'on n'a pas voulu se commettre à long terme avec Lewis Hamilton, c'est pour ça qu'il est allé voir ailleurs. Puis là, on va se dire, ben, on a bien fait parce que on a probablement vu la date d'expiration de notre septuple champion du monde, puis on a bien fait de ne pas perdre notre nouveau talent. Puis, ouais, c'est ça. S'il termine, ça va être tout un accomplissement s'il termine devant Lewis Hamilton à sa première saison. On continue, bien sûr, Verstappen, on dit terminer troisième, ça s'est passé Mhm. jusqu'à la fin. George Russell aussi, si on dit que Anthony a bien défendu, Russell a super bien défendu sur Oscar Piastri aussi. Piastri, ça a été une bonne remontée. Moi, j'ai de la misère à croire pourquoi on l'a arrêté lorsqu'il menait l'épreuve, Piastri. J'ai eu la même réaction que toi. Ouais, Ouais. puis je comprends le monde qui vont vouloir dire, ah, on veut pas le laisser gagner.
Je sais pas qu'est-ce qu'on avait à perdre, surtout que lorsqu'on voit le résultat. Puis je sais, c'est facile, une fois que c'est terminé, là, il y a une expression en anglais qui dit les corps arrière du lundi, là, parce que c'est facile de dire après, après un week-end de football, de dire moi j'aurais lancé là, j'aurais lancé là. Puis c'est pas ça que je veux faire, sauf que je me dis, t'avais quoi à perdre? Tu menais l'épreuve. Là, tu es obligé de le renvoyer en arrière, de faire tous des dépassements quand il reste pas beaucoup de tours. Surtout qu'on l'a Mhm. arrêté tout de suite après Lando Norris, c'est qu'on n'a même pas créé un écart dans les pneus parce qu'on manquait de temps pour le faire. Quand on aurait dû dire, ben, puis en plus, si on demande l'opinion du pilote, Oscar voulait rester en piste, là. Et c'est pas Il était lui qui a satisfait de demandé ses gommes, hein? Ben oui. Puis là, il termine cinquième. Moi, en tout cas, moi, je me dis que si on l'avait laissé là, au pire, ça aurait été probablement troisième, quatre, au Peut-être. pire des cas. Peut-être. Ouais. Ouais. Mais je pense pas que, en tout cas, moi, pour moi, ça a été une erreur. Je dis pas qu'on l'a fait là, pour favoriser Norris, sauf que on n'aide pas les gens qui pensent ça. On contribue à la pensée de dire, on veut pas que Oscar Piastri gagne, puis on veut favoriser Lando Norris, surtout quand on prend des décisions comme ça. Puis en plus, quand tu as le message du pilote qui dit, moi, je suis satisfait de ce que j'ai. C'est c'est quand même assez étonnant, Martin. Moi, quand j'ai vu Piastri s'arrêter, je me suis dit, mais est-ce qu'il il est capable? C'est un pilote de talent. Ah C'est oui. un pilote qui, il l'a vu, on l'a vu au cours de la saison, ménager ses pneus de belle façon, de façon parfois magnifique. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il est capable de le faire? Parce qu'il y en a un plus bas dans le classement, Martin, qui a réussi à le faire avec un très bon relais, c'est Lawson. Ben oui. Lawson a réussi à tenir ça de vraiment de très, très belle façon avec sa Racing Bull. Puis c'est Et quoi je me le dis, point si la fort mec, de c'est quoi le point fort de la McLaren qu'on dit depuis le début de l'année? ça ressemble à être les pneus. La gestion des pneus. C'est Je ça. me dis, puis on dirait que c'est juste McLaren qui est pas au courant. Tu sais, je me dis, Max Verstappen, on a pris le pari de l'envoyer en gomme tendre puis de dire va jusqu'au bout. Puis on entendait son ingénieur Jean-Pierre dire écoute, elle est très fragile cette gomme-là, fais attention. Mais c'est une Red Bull, c'est pas le point fort de la voiture depuis le début de l'année là, qu'on dit ah les autres sont les meilleurs dans la gestion de pneus. Mais Mhm. c'est le point fort de McLaren. Donc pourquoi qu'encore une fois, ça me fait penser à Monza quand on a décidé, tu te rappelles, de faire l'arrêt, puis finalement, c'est Charles Leclerc qui avait gagné la saison dernière. Ça m'a fait penser Oui. à ça. Moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, qu'on l'arrêtait, j'ai dit, mais pourquoi? Moi, pour moi, ce qui s'en venait, c'est Norris arrête, parfait, puis Norris va partir à la chasse à Piastri, puis Piastri, on va lui dire, ben, essaye de survivre. Si Norris te dépasse, ben, défends-toi. Ben, je pense qu'on voulait on voulait éviter, encore une fois, une confrontation en piste entre nos deux voitures. Et la fameuse papaya rule, Oui, Martin. ouais, on les laisse courir, mais on s'arrange pour pas que ça arrive. C'est ça, c'est ça la définition de la papaya rule. Mais en tout cas, il termine cinquième. Ça pourrait être des points précieux si jamais il perd le championnat. Ah oui, ça pourrait être des points précieux. Et moi, je me dis, est-ce que comme ça, là, on lance ça dans l'air de même, Mhm. si Piastri était un Max Verstappen, un Fernando Alonso, Hmm. est-ce que ce type de pilote-là, Martin, aurait dit, ben écoute, moi j'ai confiance en mes pneus, puis je vais rester en piste. Je pense que Qu'est-ce que oui. l'ingénieur aurait fait? Ben, l'ingénieur, il aurait, ah, OK, c'est bon, OK, on continue comme ça, tu te défendras. Mais Piastri, est-ce qu'il est encore, oui, il a un peu d'expérience, il en a à sa troisième saison, mais est-ce qu'il a encore suffisamment confiance en ses moyens? Parce que là, il est dans une spirale négative un peu plus délicate, où j'avais dit que son armure est un petit peu fissurée comparativement au début de la saison. Là, c'est la pression. Il y a Sébastien Vettel qui a dit que c'est normal que Piastri commence, il découvre c'est quoi se battre pour un championnat. Vettel était à Sao Paulo en fin de semaine. Mais c'est là qu'on peut se dire, si c'était un pilote avec beaucoup plus d'expérience, avec plus de cordes à son arc, peut-être qu'Oscar Piastri, Martin, ne serait pas cinquième de cette course-là. Non. Puis je me demande l'erreur vers qui encore? Est-ce que c'est Tom Stollard qui est pas, selon moi, n'est pas au même niveau que Will Joseph, qui est l'ingénieur de Lando Mhm. Norris? Est-ce qu'on l'a mal conseillé? Est-ce qu'on a eu peur d'avoir peur, comme qu'on a vu par le passé chez McLaren? En tout cas,
on n'a pas la réponse, mais pour moi, c'est quelque chose que dans notre bilan de fin de saison, si Oscar Piastri ne réussit pas à saisir le titre, bien sûr, on va pouvoir dire qu'il a fait des erreurs là, il a fait des erreurs là, mais on va se rappeler du bout où Sao Paulo, où ce qu'on lui a pas donné la chance de défendre la position, la première place qu'il y avait, après avoir eu une pénalité de 10 secondes en plus. Donc, je comprends pas. Fallait que tu fasses des compromis ou fallait que tu fasses des paris quelque part pour être capable de gagner l'épreuve après avoir eu cette pénalité-là. Puis on lui a comme enlevé la possibilité de le faire. Puis comme j'ai dit, il n'y avait pas grand-chose à perdre. Au pire, Norris te rattrape. Au pire, Antonelli te rattrape. Au pire des pires, Verstappen te rattrape aussi. Mais qu'est-ce qu'on lui a donné de mieux? Il termine quand même derrière ces gars-là. Là. Donc, c'est pas. En tout cas, on a eu peur de perdre une position à Oliver Burman dans une As, qui termine sixième derrière lui. Ah, ouais. Je pense pas. Là. Je pense qu'on a eu peur d'avoir peur. Puis, c'est pas pour rien enlever à Oliver Burman qui a eu tout un week-end de course. Encore là, c'est terminé sixième. Incroyable de sa part. Si on dit qu'Antonelli est probablement un prétendant, un prétendant à la recrue de l'année, mais moi, je continue de mettre la candidature du jeune Britannique Burman chez As avec une performance comme ça qui termine sixième. On le sait, on l'a dit depuis le début de l'épisode. Pendant ce temps-là, il ne se passe rien du côté d'Ocon, mais quand même réussi à faire ça. Ton préféré, Liam Lawson, qui termine septième aussi. Bon week-end de course pour les Racing Bulls. Mhm. Huitième du côté de Isaac Hadjar. Tu sais que qu'est-ce qui causait des problèmes à Ferrari au cours du week-end? On a mis des rainures dans l'asphalte. OK? Pour mieux aider à y goûter là, si jamais il y a de la pluie et ces choses-là, la circulation de l'eau. Et puis ça, on a dit que, ça a contribué à user les gommes, mais aussi, on venait user ces fameux patins-là en dessous de la voiture là, qui peut entraîner des disqualifications. Donc ça a été une problématique du côté de Ferrari. Toute la course, le week-end, on ne pouvait pas descendre la voiture très basse. Du côté de Racing Bulls, on a dit qu'on a très bien répondu à ça, que notre voiture se prête très bien au circuit. Puis là, on le voit là, pour une des rares fois de la saison, on réussit quand même à avoir deux pilotes qui marquent des points, mais qui finissent très très près, tellement qu'il y a eu contact en fin d'épreuve entre les deux. Mais encore là, fidèle à eux-mêmes, la Fédération internationale de l'automobile, FIA, puisque c'est un contact entre deux voitures de la même écurie, mais on fait rien. Ça, je trouve ça plate, mais quand même, au moins, c'est la bonne nouvelle pour Racing Bulls. On n'a pas eu de pénalité, mais quand même, les deux pilotes qui rentrent en contact à la fin de l'épreuve, ça aurait pu être assez catastrophique au dernier tour en plus. Dernier tour, et c'est des points précieux, Martin, pour le Mhm. championnat des constructeurs, là. Oui. Parce que si on regarde ça en temps réel, là, ben Racing Bulls, c'est au sixième rang. On a 82 points. On a 10 points d'avance sur Aston Martin. Mais un événement comme ça, et tu laisses la chance à des vieux rollers comme Fernando Alonso, là, ça n'a pas été le cas pour Alonso, là, trop ce week-end, mais quand même, bon, tu peux pas laisser des cartes sur la table comme ça Non. euh, pour perdre des points comme ça. Tu as la chance d'être en Q3, d'avoir une bonne position sur la grille. Réussissez à profiter de ces chances-là, marquer des points, puis essayez de pas vous accrocher. De grâce, essayez de ne pas vous accrocher parce que ça, c'est la pire chose qui peut arriver Ah pour une oui. écurie, c'est que les deux pilotes s'accrochent. Ça c'est la pire chose. Ah, ça, je suis certain qu'il y a eu une réunion dans le bureau pour dire, hey, les gars, vous avez bien fait aujourd'hui. Vous avez bien fait pendant 70 tours. 111, 110 tours, ça a très bien été. Mais après ça, là, si on veut plus ça, hey, ça aurait été catastrophique. Ça me Mhm. rappelle Yuki Tsunoda il y a quelques années. Justement, je l'avais tellement critiqué pour ça. C'était au Mexique où il y avait la chance de marquer des points pour l'écurie. On se Oui. battait justement pour une place dans le championnat constructeur. Puis ça en va essayer un dépassement complètement stupide à l'endroit d'Oscar Piastri, puis il avait eu Mhm. contact, puis avait ruiné sa course, avait sorti du top 10. Puis j'avais trouvé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sacrifies tout ton week-end de course, tous les points de l'écurie, le travail, pour essayer de dépasser un gars qui est dans une voiture plus rapide? Là, je trouve que c'est encore pire. On était prêt à tout foutre en l'air pour essayer de gagner un peu une bataille de coq entre deux pilotes de la même écurie, deux jeunes recrues qui veulent se prouver. Ça, c'était quasiment un sans faute pour l'écurie, mais les deux pilotes là, ont failli tout échapper à la fin, mais du moins, plus de peur que de mal, 7-8, des points importants. Tu parles de saisir des opportunités. Nico Hülkenberg, 9e, et Pierre Gasly, je trouve que ça va exactement dans ce que tu mentionnais. Savoir quand est-ce qu'on a une opportunité de saisir les points. C'est facile de le dire qu'on l'a, mais il faut le saisir aussi. Bravo à Nico Hülkenberg, bravo à Pierre Gasly, puis bravo à notre collaborateur François Goulet, qui était probablement le seul sur la Terre, à part Ouais. peut-être la mère de Pierre Gasly, à penser qu'il pouvait marquer des points en fin de semaine. Ouais, ben, écoute, Pierre, vraiment, écoute, pour moi, Martin, Pierre Gasly,
pilote d'écart. Oui, ben oui, je Pilote suis d'accord d'écart. avec toi. D'accord avec toi. Ça Oui. m'écœure pas de dire ça. C'est le pilote qui a élevé le plus son niveau de jeu. On sait qu'il n'y a pas la voiture, qu'il n'y a pas l'écurie pour faire ça. Il l'a dit lui-même, pense pas marquer des points d'ici la fin de la saison. Réussit à en marquer, non seulement dans la course sprint, mais aussi lors du Grand Prix le dimanche. Ça, faut le faire. Mhm. Vraiment, c'est quelque chose parce qu'on sait, les autres écuries apprennent de leurs erreurs. Puis normalement, ceux qui ont échappé des points sont capables de faire mieux. Ben, du côté d'Alpine, on a réussi à faire mieux encore. Puis on va saisir ces points-là. Pierre Gasly, vraiment, vraiment. C'est une très belle performance. Et puis, as-tu le classement pas loin de toi? Parce que je sais que notre ami François surveille ça pour lui et Esteban Ocon qui va terminer devant. Euh, Mhm. je ne sais pas si on est rendu à Pour combien. le classement, oui, pour le Oui. classement des pilotes, Ocon, c'est 30 points, donc en 16e position. Pierre Gasly, 18e, il en a 22. OK, il en manque encore un peu, même beaucoup Mhm. d'ici la fin de la saison. Ben, c'est encore possible. Mhm. Continue de marquer des points comme ça. Ensuite, Alex Albon, 11e, aura terminé à la porte des points. Pas facile, Williams, on n'a pas marqué de points. Même la nouvelle livrée qui était sublime n'a pas réussi à Mhm. les rattraper. Ocon, ben, il réussit à terminer 12e. Il y a eu beaucoup d'abandon, mais c'est trop loin. Quand tu regardes ton coéquipier Berman, ce qu'il a fait, c'est une recrue, on se répète, là, mais quand même, je pense pas que 12e, c'était une belle performance de Esteban Ocon. Carlos Sainz, 13e de son côté. 14e pour Fernando Alonso. On dirait que c'est revenu un peu au naturel du côté d'Aston Martin. On les attendait pas. Franco Colapinto, 15e. Lance Stroll, 16e. 17e pour Yuki Tsunoda. On l'a dit, ça a été, on a fait une erreur du côté de Red Bull avec la pénalité qu'il a dû purger 2 fois. Et ceux qui n'ont pas terminé la course, bien sûr. Lewis Hamilton, qu'on a retiré la voiture. Charles Leclerc, abandon suite au contact avec Antonelli provoqué par Piastri. Et Gabriel Bortoleto, ben, lui a été coincé en début d'épreuve. Donc, ça fait que c'est venu couronner un week-end très difficile pour un retour à la maison pour le jeune Bortoleto. Mais on a dit nos prédictions, on a dit notre pilote des cœurs. Il me reste juste, avec le peu de temps qu'il nous reste, Kevin, il me reste juste à te souhaiter une bonne semaine, puis on va se reparler, nous autres, pour l'épisode de vendredi dans le Entre-deux courses. Avec plaisir, Martin. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 10 novembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule Entre-deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.